Ok, donc on est de retour chez Alvin pour le deuxième épisode de la Bitcoin Room. Aujourd'hui, on est avec Yannick et Axel. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vous présenter. Yannick, tu étais déjà avec nous la dernière fois. Ouais, tu peux refaire une petite présentation, s'il te plaît. Petite présentation. Vas-y, s'il te plaît. Ok, c'est Yannick de passage à nouveau chez Alvin. Ok. Je passe le micro à mon collègue. Axel, vas-y, Axel, tu te présentes. Ouais, moi c'est Axel, voilà, nouveau dans ce podcast. Yes. Voilà, pour. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, écoute, pas grand chose, non, je suis architecte. Architecte, j'ai, ok, super. j'ai ma boîte et voilà. Ok, nickel. Et ton expérience avec Bitcoin jusqu'à aujourd'hui? Écoute, comme le Bitcoin, ça sinue et voilà. Ok, ça monte, ça descend. Exactement. Ok, super. Donc la dernière fois on était ici, on avait parlé de quoi on avait parlé déjà? On avait parlé un peu des phases de monétisation de Bitcoin, on avait fait un petit focus sur les caractéristiques de base, donc les 21 millions, donc la rareté absolue, on avait parlé du mining je crois. Exactement, c'était vraiment tout un peu une sorte de découverte quoi, tu vois, pour des bases en fait, on a pris des bases et puis on a expliqué un peu. On a parlé un peu politique aussi avec le BRICS, etc. Ouais. Donc super. Donc toi, est-ce que ça t'a mijoté un peu dans la tête? Est-ce que franchement, déjà pour commencer, ça m'a convaincu, ok, depuis notre discussion de la dernière fois. Et ça, je me suis dit exactement c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ce qu'il y a à faire en ce moment, c'est ça. Ok. Donc je suis à fond dedans. Ok, super. Et sinon, est-ce que vous avez des questions déjà comme ça? Plein de questions. On peut commencer avec des questions. Comme ça, j'ai pas besoin de lancer un sujet sur la table. Je pense que c'est même plus pratique s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. En général, les questions bêtes ne sont pas posées et il n'y a personne qui a une idée sur ces questions-là. Donc, je pense on peut parler de tout. N'hésitez pas. Ok, moi de ma part, j'ai pas mal donné la dernière fois. On va laisser Axel. Tu laisses commencer Axel, ouais. Vas-y. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que je vais être millionnaire si j'investis? Alors tu n'as plus d'autre chance que de devenir millionnaire. Non. Bah écoute, ça après c'est un peu de la spéculation. On a tous de grands espoirs. On espère que Bitcoin va grandir. Mais en tout cas, si on suit un peu les trends actuels, ça va dans la bonne direction. Après, si on sera millionnaire, à voir. Moi j'ai de grands espoirs, hein. Si en plus on parle de donc, cette rareté absolue de 21 millions, chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'il y a cette incitation à n'importe de quoi on parle, si on parle de l'or, si on parle d'autres matières premières, si le prix augmente de l'or, alors il y aura des incitations pour aller en chercher plus, tu vois. Si le prix augmente de l'or, les sites de minage qui en ce moment ne sont pas profitables, admettons que les frais sont trop hauts, ils n'arrivent pas à être rentables sur certains sites, bah, si le prix explose, ces sites rouvriront et donc il y aura cette incitation à aller en chercher plus, et en allant en chercher plus, ben, tu augmentes la quantité. À savoir qu'en ce moment, donc, la quantité d'or est augmentée de 1,5% par année. Okay? Donc avec toutes les mines qui sont en cours. Mais bien sûr, on est dans une époque moderne, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes d'extraction. On peut s'imaginer avec le space mining, comme on avait parlé au Luxembourg, qu'on puisse aller chercher, je sais pas moi, une comète, un astéroïde qui soit rempli d'or et qu'on ramène vraiment 3 fois la quantité qui serait sur Terre, et à ce moment-là, ça diluerait donc la valeur de l'or. Chose qu'on n'a pas avec Bitcoin, donc on a vraiment cette impossibilité d'augmenter donc la quantité de Bitcoin, hein, vraiment bloqué à 21 millions. Après, de manière générale, alors j'y crois dans le Bitcoin. Je vais commencer comme ça parce que mes questions elles vont aller plutôt à l'inverse, mais c'est un peu pour voir un peu ton avis là-dessus. Ouais. Tu penses pas que le Bitcoin il a été tellement monté par les réseaux, par les trucs qu'il n'y avait pas avant au moment de l'or? Et qu'on en parle de plus en plus. La preuve, les podcasts, les trucs, etc. Il y a plein de sujets sur les réseaux. Est-ce que tu penses pas que ça monte un peu le truc, tu vois? Tu penses que c'est un effet marketing en mode parce qu'il y a une bonne pub? Bah ouais, par exemple, je pense, tu vois, je sais pas, je préfère évaluer mes risques. Bah écoute, après j'ai dit bonne pub, après je suis pas persuadé que Bitcoin ait eu une bonne pub ces dernières années. Il y a eu le ban en Chine, il y a certaines nations qui disent que Bitcoin représente un risque pour leur souveraineté, pour leur monnaie nationale. Donc bonne pub, je pense pas absolument que Bitcoin ait eu une bonne pub ces dernières années, mais par contre s'il y a justement tous ces gens qui en parlent, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. À mon avis, il y a quelque chose qui est en train d'être reconnu. Les gens sont en train de reconnaître Bitcoin par ses caractéristiques, comme on a dit, des 21 millions, son réseau. Donc,
le réseau de mining, le réseau Proof of Work qui commence, en fait, la puissance de calcul du réseau, il explose de jour à jour, quoi. Par rapport au prix qui, ok, ces derniers temps, il est en train de monter, mais la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin, celui-là, il explose vraiment. Donc, vraiment, ces caractéristiques, en fait, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, Bitcoin, à nouveau par ses 21 millions, parce que avec ces caractéristiques-là, en fait, il représente vraiment un véhicule d'épargne, en fait, chose qu'on n'avait pas avant. Parce que, comme je t'ai dit, l'or, il augmente la quantité, etc. Donc, ça, en fait, en analysant ça, tu reconnais Bitcoin que c'est un véhicule d'épargne. Surtout dans ces temps d'incertitude en ce moment. On est en train d'aller d'une crise à la prochaine crise. La guerre en Ukraine, en Israël, c'est pas top non plus. Il y a d'autres endroits où c'est pas top. Et quand il y a la guerre, tu as des bombes qui tombent. Et pour faire tomber ces bombes, d'abord, il faut les produire. Qui les paye, tu vois? Donc, il y a ce mécanisme de financement de la guerre. Les nations, ils n'ont pas cet argent, tu vois, donc c'est imprimer l'argent. Donc, à nouveau, ce truc d'imprimer de l'argent, augmenter la quantité pour financer la guerre. Il y a un meme qui tourne sur Internet, en fait, que Bitcoin rendrait la guerre infinançable. Parce que, justement, il est limité. En fait, il faut comprendre que... Donc, il y a Saifedean Ammous, donc l'auteur du Bitcoin Standard, en fait, qui reprend un peu ce concept qui dit à l'époque où les gens avaient de l'or, donc les rois, ils régnaient dans leur domaine, ils avaient des gens dans leur ville, etc. Et le roi, il imposait un impôt aussi, tu vois. Donc, et cet impôt, il était difficile à venir chercher chez les gens quand tu devais aller toquer chez tout le monde et aller chercher leur or, tu vois. Et donc, à un certain moment donné, quand ils ont remplacé les pièces d'or, etc., par simplement des bons en papier qui dit, bon, équivaut à une pièce d'or, etc., en fait, le roi pouvait taxer les gens sans avoir à passer chez les gens, en fait, parce qu'il créait des bons supplémentaires, tu vois. Et en créant des bons supplémentaires, il diluait la valeur des bons qui se retrouvaient entre la main des gens, et c'était donc un impôt invisible, d'une certaine manière, tu vois. Tu arrivais à te créer de l'argent pour toi, que tu ne donnais pas, donc, à ces gens. Et le fait qu'il y ait plus d'argent, donc en quantité, en circulation, faisait que tous ces billets étaient donc dilués, un peu comme ce qui s'est passé aussi avec les Romains et leurs pièces d'or, etc. Et donc il était facile de financer la guerre. C'est-à-dire, tu t'imagines si tu es un roi et que tu veux attaquer un roi d'une autre contrée, tu te dis, écoute, ou bien tu es dans un standard d'or et tu te dis, écoute, j'ai 1 mètre cube d'or que je vais sacrifier à 90% pour l'envahir, parce qu'il faut payer les soldats, il faut payer l'armement, etc. Tu vas y réfléchir 2 fois. Est-ce que je vais dépenser mon or et mettre en vrai mon autorité, ma souveraineté en péril, parce que si jamais je perds cette guerre, non seulement je suis mort, mais en plus, peut-être je ne suis pas mort, mais peut-être je survis, mais je n'aurai plus rien, donc je ne serai plus roi, je ne serai plus le grand que j'étais. Donc, le standard d'or permettait de faire réfléchir les gens 2 fois. Tandis que si tu peux imprimer de l'argent et financer tes soldats à gogo, le financement il devient bien plus simple. Et il est bien plus simple de partir en guerre dans ces conditions-là. Donc, d'où le mime que Bitcoin rendra la guerre infinançable. Donc, c'est un peu... ça promet un peu un monde rose, etc. Mais il y a quand même certains concepts derrière qui laissent à réfléchir et qui montrent quand même un trend où ça serait quand même plus dur à faire la guerre. Bon, après, on est des animaux, on va toujours se tuer, l'homme va toujours s'entretuer avec d'autres, pour un oui ou pour un non, mais cet aspect-là permettra de peut-être éviter certaines guerres où il n'y a pas le budget de financement. Bon, on a dérivé assez, là. Je me souviens plus ma question, mais... Ouais, alors j'ai dérivé complètement. Non, ça irait pas au parti par rapport à ce marketing qu'il y a eu au début. Exactement, on parlait du marketing, et moi je t'ai dit qu'en fait, par ces caractéristiques, les caractéristiques qui représentent, en fait, qui lui donnent certaines qualités, certains attributs, et en fait, tout ce qui en découle derrière, philosophiquement, tu vois. Donc c'est en fait ça qui se passe en ce moment, je pense. Il est en train d'être reconnu comme bien qui va retenir sa valeur à travers le temps, donc comme store of value. Tu étais au séminaire, on avait parlé de ça. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Dans ces temps d'incertitude, avec le BRICS, comme on en a parlé la dernière fois, le BRICS qui menace donc de ne plus utiliser le dollar, donc le dollar qui était la réserve mondiale, donc les Américains qui étaient un peu
je vais dire, le policier dans le monde, qui disait, OK, tout le monde utilise les dollars, etc. Vu que le BRICS est en train de faire pression sur ça, avec ses partenaires, de façon à ce qu'ils veulent exécuter leurs échanges commerciaux entre les pays en n'utilisant plus le dollar. Donc là, j'ai vu, les derniers, c'est les Nigérians qui ont stoppé d'utiliser le dollar pour vendre leur pétrole. Donc tout ça, ça met une certaine pression sur les Américains. Vas-y, moi, c'est quelque chose que, pour moi, c'est sûr et certain que on est arrivé à un terme, en fait, tu vois, où l'hégémonie des Américains, là, c'est fini, là. Ouais. On va sûrement passer au BRICS et ça va faire très, 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 très mal. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que cette transition, elle est déjà en cours, en fait, elle est déjà en cours, et c'est ça un peu qu'on sent, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans le monde, tu vois, il y a un peu des conflits un peu à gauche, à droite. Je pense que c'est en fait cette transition qui est en cours. Exactement. Ouais. Et pour revenir un peu au Bitcoin, en fait, la semaine dernière, je suis tombé sur un article, j'ai vu que BlackRock, ils ont acheté, j'ai plus le chiffre exact, mais des millions de Bitcoin. Ouais. Ben, est-ce qu'on en avait parlé la dernière fois? Il y a ces spot ETF qui ont été lancés il y a quelques semaines, voire un mois et demi, un peu plus. En gros, ces fonds d'investissement, ils ont demandé l'autorisation pour vendre, ils ont demandé l'autorisation à leur organe de contrôle, qui est donc la SEC, pour vendre donc Bitcoin à leurs clients. Donc tout ça a été accordé, etc. Donc maintenant il y a plusieurs fonds, ils sont presque une dizaine ou un peu plus même je dirais, ils peuvent vendre donc des spot ETF de Bitcoin. Donc ils vendent à leurs clients en fait des bons aux porteurs presque, tu vois, parce que les clients qui achètent Bitcoin chez BlackRock, ben ils n'achètent pas vraiment Bitcoin, ils achètent un certificat qui dit, ben écoute, tu as un Bitcoin qui est conservé par BlackRock ou par Fidelity, etc. Et effectivement, il y a énormément d'argent qui circule en ce moment. J'ai regardé encore l'après-midi. En moyenne, il y a environ 500 millions. Enfin, Bitcoin est acheté pour 500 millions de dollars tous les jours. Ils achètent en moyenne 9000 Bitcoins par jour en ce moment. Okay. Bon, tu me diras, le prix de Bitcoin ne monte pas. En fait, parce qu'ils achètent Bitcoin pas sur les plateformes traditionnelles d'échange, mais ils achètent en fait, on appelle ça OTC, over the counter. En fait, comme si tu avais une transaction, en fait, c'est des transactions peer-to-peer. En fait, tu as certains sites, certaines plateformes qui te permettent de te mettre en liaison avec des gens qui ont Bitcoin, donc en quantité. Et en fait, c'est ces gens-là qui vendent directement les Bitcoins à BlackRock et tous ces fonds d'investissement. Et comme ils le vendent comme ça influe pas le prix sur le marché, en fait. Mais il faut se dire que les bitcoins OTC, à un moment, il n'y en aura plus. Okay, parce que, ben voilà, ils achètent à 9000 par jour. À un moment, ils ne pourront plus en acheter chez ces gens qui en ont en quantité. Donc, ils seront obligés d'en acheter sur les plateformes. Et c'est à ce moment-là que le prix va être poussé. Voilà, donc, concernant ta question tout à l'heure, est-ce qu'on va être millionnaire ? On ne vous conseille pas d'acheter Bitcoin. Hein. YouTube, on ne fait pas de conseils d'investissement. Ok. Donc, si les gens décident par eux-mêmes d'acheter Bitcoin, nous, on est d'avis que c'est une bonne idée parce que les trends montrent que Bitcoin est en train d'être acheté massivement en ce moment. C'est juste une question de temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus sous le comptoir à acheter, mais qu'ils doivent passer par les plateformes. Et là, ça ne risque que de monter, tu vois. Sachant qu'en plus, on est environ encore à 1,8 million de bitcoins qui sont sur les plateformes d'échange. Et ce chiffre a tendance à baisser en ce moment, tu vois. Donc, à un moment, il n'y en aura plus. Ça aussi, il faut savoir. Il arrivera un temps où on ne pourra plus acheter bitcoin sur les plateformes. Et à ce moment-là, si on rentre dans un standard bitcoin, eh ben, les gens qui n'ont pas profité de cette opportunité, ils devront aller travailler pour des gens qui ont bitcoin. Et là, actuellement, en fait, ça fait combien de temps? Parce que là, tu as parlé que ça s'est stabilisé un peu. Le prix, ça ne bouge pas trop. Ouais. Tu sais me dire environ combien de temps, en fait, que c'est resté depuis qu'il y a eu la chute, là, la dernière fois, je pense. Ouais. Ça avait chuté. Qu'il y avait eu le buzz, là, sur les bitcoins. J'avais vu pas mal de trucs et tout. Ouais, le dernier pic, c'est quoi, en 2020, 2021, par là, 69 000 $. En fait, si tu regardes Bitcoin vraiment au jour le jour, il paraît très volatile, tu vois. Et ça monte, ça descend. Bon, même si là, il a l'air de stabiliser un petit peu. En fait, il faut regarder par cycle de 4 ans. Si tu regardes par cycle de 4 ans, tu remarques en fait que le mouvement que fait Bitcoin, il se reproduit à chaque fois en cycle de 4 ans. Et
Et quand tu regardes comme ça paraît bien plus stable, voire montant. Parce que si tu retournes dans le temps, genre, il faut savoir qu'en 2011, Bitcoin, on avait parlé de l'anecdote aussi des 10 000 pizzas, des 2 pizzas pour 10 000 Bitcoin. Donc Bitcoin, il valait des centimes au début. Et si tu regardes, à partir de ce moment-là, Bitcoin n'a fait que monter. Au long terme, Bitcoin fait que monter. C'est que quand tu regardes vraiment au jour le jour, le mois, etc., que tu vas voir, ok, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En regardant par cycle de 4 ans, ça ne fait que de monter. Après, au niveau de la stabilisation du prix, il y avait ce truc, comme on en a discuté aussi au séminaire, ces phases de monétisation. Donc on passe ces phases de monétisation, de plus en plus de gens reconnaissent Bitcoin, de plus en plus de gens achètent Bitcoin, et le fait que le market cap, donc cette capitalisation boursière monte, ça fait en sorte que à un certain moment, en ce moment, si un millionnaire arrive et achète Bitcoin pour, 10 millions, ou vend Bitcoin pour 10 millions, tu le vois tout de suite dans le prix. Ça fait une grande fluctuation. Mais quand il y aura tellement de gens qui achètent Bitcoin de façon à ce que la capitalisation de marché augmente et augmente, ça fera en sorte qu'un millionnaire ne pourra plus bouger Bitcoin comme ça. Il n'aura plus le même impact quand il achète pour des millions, tu vois, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent dedans. Et sachant que les gens qui viennent maintenant acheter, BlackRock et compagnie, ils ne viennent pas en mode spéculation pour vendre ça dans 3 mois, 4 mois et sortir un bénéfice. C'est vraiment une vue sur 10, 15, 20 ans et peut-être même plus. Tu vois. Donc c'est ça qui fait en sorte que de grandes sommes d'argent rentrent dans Bitcoin, et ils rentrent dans Bitcoin pour un temps assez poussé. Tu vois, un long temps, tout ça fait stabiliser Bitcoin en fait. Ouais. Pour l'instant, c'est encore assez volatile. Mais comme on avait dit au séminaire, on est en train de quitter la phase 1 collectible pour rentrer dans la phase 2 de store of value, donc ce truc qui garde sa valeur à travers le temps. C'est ça qui est en train de se passer à mon avis. Ok. Ouais. Pour toi, la finalité, c'est quoi la finalité du Bitcoin? Est-ce que ça va être une monnaie demain? Je peux juste être très concret. Ouais. Demain, je viens chez Hudson, je vais m'acheter une paire de baskets. Ouais. Je l'achète avec les Bitcoins? Théoriquement, ça, c'est possible aujourd'hui. Ça ne dépend que des gens, tu vois. Mais je veux dire, ta finalité, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de cash? Ouais, ma finalité va encore bien plus loin. Mais je vais te répondre sur cette finalité-là que tu situes un peu. En fait, les règles de base de notre système financier font que les nations peuvent appuyer sur un bouton et imprimer de l'argent. Et cette tentation, elle est très grande parce que c'est très simple de dire « Oh, on a une nouvelle crise, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là et j'imprime des millions et je peux financer ça. » La tentation est énorme de façon à ce qu'ils vont le faire à chaque fois. Ça, tu reconnais en analysant les chiffres de notre naissance du système financier, la quantité n'a fait que grandir exponentiellement. Donc, comme les banques centrales sont condamnées à imprimer de l'argent à tout jamais, c'est les règles de base de notre système. Bitcoin est en même temps condamné à ne faire que monter. Parce que si tu reconnais, il est limité, il ne peut pas être dilué comme ça. Toutes les monnaies, partout dans le monde, l'inflation impacte 8 milliards de personnes en ce moment. On est tous logés à la même enseigne. Okay? Tu vas me dire, ok, en Argentine, c'est l'hyperinflation, ici l'euro, il est stable. Bien sûr. On a des économies bien plus robustes. Ça, c'est ce qui permet de stabiliser donc, nos monnaies. Ouais. Mais la crise nous a montré qu'il y a eu énormément d'inflation parce qu'ils ont imprimé énormément d'argent. Ils sont condamnés à imprimer de l'argent. C'est simplement les règles de base. Et à mon avis, Bitcoin est condamné à ne faire que monter. Ma finalité à moi, ça va bien plus loin. Parce qu'il y a un certain major de la Space Force donc, qui a écrit ce livre-là, qui est en fait une thèse software. Donc le major Jason Lowery de la Space Force, qui en fait a été envoyé par le Pentagone pour étudier Bitcoin au MIT. Okay. Cette célèbre université d'ingénierie, etc. Et il a été là, il a étudié Bitcoin et il a écrit une thèse derrière. Et ce major, en ce moment, où il a eu une certaine phase où il a été briefé des politiciens, il a été briefé des militaires en Amérique toujours, pour leur expliquer, en fait, c'était très simple, son approche, il disait, écoutez les gens, arrêtez de faire un focus ou une fixette, Bitcoin c'est de l'argent. Bitcoin c'est pas de l'argent les gars. Lui il dit Bitcoin, c'est un système informatique qui te permet d'envoyer des bits d'information peer-to-peer, de personne à personne, d'une manière ultra sécurisée, dû au proof of work, du mining. Il dit c'est ça le système. C'est un système informatique qui permet d'envoyer de l'information de façon ultra sécurisée. Et bien sûr que ce système-là,
est adéquat comme monnaie, parce que quand tu payes quelqu'un, c'est comme si tu donnes de l'information à quelqu'un. Bien sûr, il peut être utilisé pour ça, mais un système qui envoie de l'information de façon ultra sécurisée, il peut être utilisé dans tous les domaines où tu envoies de l'information. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, c'est où qu'on envoie de l'information? Mais presque dans toutes nos interactions. Tu pourrais t'imaginer un système de vote pour les pays, basé sur la blockchain, basé sur Bitcoin, de façon à ce que tu saches, ce système il ne pourra jamais être hacké. Parce que pour hacker ce système, il faudrait une attaque 51%. Donc il faudrait que j'arrive que je overpower le système avec une puissance de calcul qui représente 51%, et je pourrais changer les blocs à mon avantage pendant une courte période. C'est lié à des dépenses énormes, électriques, etc. Donc en vrai, c'est ça qui fait en sorte que Bitcoin aujourd'hui, comme il est, tellement grand, tellement cette puissance de calcul dans le mining, qu'il n'est plus hackable. C'est plus réaliste de dire qu'il est hackable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre application dans un système où tu envoies de l'information? Tu pourrais très bien te dire, écoute, on construit un eBay décentralisé. Mais ça, je comprends bien ce principe-là. Ouais. Mais dans l'utilisation au quotidien, alors oui, eBay, etc. Ouais. Ok. Mais vraiment, est-ce que moi demain, j'aurais besoin de mon cash, de ma carte bleue? Ou vraiment, c'est quoi cette perception que toi tu t'imagines d'ici? J'imagine bien que c'est pas demain, mais d'ici. Je pense que quand ça sera l'heure d'utiliser Bitcoin, pour toi ça changera rien. Quand tu vas acheter des trucs, ça ne changera rien à tes habitudes. Tu vas utiliser une carte, tu vois, que ce soit une Visa qui fait un transfert d'euros de banque en banque, ou que ce soit une carte Lightning qui existe déjà, qui te permet d'envoyer des Satoshi par la couche de Lightning. En vrai, pour toi, ça ne changera rien. Et c'est ça qui est important aussi à voir, c'est que Bitcoin, il n'y a pas besoin que tout le monde le comprenne. Il n'y a pas besoin que chaque personne que tu vois dans la rue le comprenne techniquement, etc., dans ses difficultés. Parce que qui dans la rue peut t'expliquer comment le système financier marche? Qui dans la rue peut t'expliquer quand tu fais un virement, admettons, au Sénégal, où ton argent transite par quelle banque et pendant quel délai, etc. Peu de gens peuvent te dire ça. Donc, en vrai, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Une solution simple. Ils veulent aller chez le boulanger, mettre la Visa sur l'appareil, acheter une baguette, et c'est bon. Et au final, c'est ça qui, une fois que ces applications seront développées sur Bitcoin, ce qui est en cours en ce moment, toute l'infrastructure est en cours, pour le end user, pour l'utilisateur final, ça sera swipe une carte, ou avec ton application, on connaît DigiCash au Luxembourg, au lieu de faire un Payconic, tu feras un Wallet of Satoshi ou un... Ok, donc pour toi, on remplace les monnaies par... Oui. Je pense que oui. Peut-être pas en utilisant Bitcoin directement. Là, il y a diverses écoles de pensée. Oui, parce que par rapport à sa question, ça tourne à fond dans ma tête. Là. Tu vois, j'imagine, vu qu'il n'y en a que 21 millions, tu vois, et on ne peut pas en faire plus, en fait. Même pas un de plus. Mais il est infiniment divisible. Il a ces deux caractéristiques paradoxales, limité à 21 millions, mais infiniment divisible. Vas-y. J'allais dire ce que j'ai dit au séminaire. Si on n'avait plus qu'un Bitcoin sur Terre, ça suffirait. Ça suffirait. Parce qu'alors on irait plus loin que la plus petite unité, un Satoshi, et on diviserait ça encore en mini Satoshi, micro, nano Satoshi, etc. Tu vois. Mais après les valeurs, ça sera nous qui les fixons en fait, parce que vu que si on le divise, ça descend. Ouais. Il faudra qu'on s'adapte en fait, parce que là il y en a que 21 millions. Ouais. On est 8 milliards sur Terre, ok. Ouais. Il y a tout ce qui est monnaie, tout disparaît. On n'utilise que Bitcoin et tout. Ouais. T'imagines, toutes les entreprises, tu dois payer tes employés, mais tout ça, comment diviser tout ça? C'est big, au fait, en fin de compte. Et qu'on se retrouve à 12 milliards sur Terre, par exemple. Ouais. Toi, je pense que tu veux parler de l'estimation des biens. L'estimation des biens. Comment on va faire circuler tout ça? Ça va être... Après ça, maintenant, c'est un peu de la spéculation. Parce que ce monde-là de demain, il va falloir le créer encore. Tu vois, donc, on peut un peu s'imaginer à quoi ça peut ressembler. Si l'euro et le dollar disparaissent après une hyperinflation, admettons en ce moment là en Argentine, la monnaie est en train de perdre en valeur de ouf, admettons c'est ce qui arrive avec l'euro et le dollar. Donc ces monnaies sont vouées à disparaître parce que c'est ce fameux truc comme on voit dans les films ou dans certains livres d'histoire où les Allemands, Weimar République, allaient avec des comment on appelle ça, des brouettes de billets, tu vois. Il faut que tu dépenses ton argent le plus rapidement possible parce qu'à chaque seconde qui passe, ton argent perd en valeur. Donc tu vas même les mettre dans la cheminée parce que c'est même plus rentable de les dépenser.
Mais la valeur, elle reste appliquée à du dollar ou à de l'euro. Mais si l'euro et le dollar disparaissent, comment on fait? Bah oui, mais du coup, alors qui veut dire qu'un bitcoin vaut... mais l'euro est comparé à quoi? L'euro est comparé au dollar. Ok. Et disons qu'il y avait... Bon, il n'y avait jamais que le dollar, mais il y a une certaine compétition des monnaies entre eux, n'est-ce pas? Admettons que si le dollar a une certaine inflation, l'euro est plus puissant. Ok. Il y a une certaine compétition des monnaies. Si toutes les monnaies hyper-inflationnent, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, tu vois, de façon à ce qu'elles ne sont plus vraiment utilisées parce que, genre, il faut la dépenser aujourd'hui parce que demain, ça vaut encore moins. Alors tu compares à quoi? En vrai, tu vas comparer à l'économie, à ce qui est produit. Donc, j'ai lu un livre sur ça, comme je dis, c'est de la spéculation. Donc il faut s'imaginer un monde post-capitalisme, un monde post... ce qu'on connaît en fait, tu vois. Donc, on peut s'imaginer un monde où les marchandises seront estimées par rapport à l'énergie dépensée sur un certain temps. Okay? En vrai, c'est ça qui est de plus honnête. Parce que comment tu expliques que des bâtiments, tu vois, construire une maison, ça a un certain coût de production. Disons, les matières premières, payer les travailleurs, etc. Tu construis une maison, 100 000. Comment tu expliques que cette maison, 10 ans après, vaille, j'ai des chiffres farfelus, 5 millions? D'où vient la valeur? Je t'engage direct en tant que promoteur. On va des projets ensemble. D'ailleurs, on avait pensé à ouvrir Alving Imo. Non, mais tu vois, comment tu expliques ça? Ok, il y a un premium parce qu'il y a de la demande, tu vois, par rapport à l'offre, etc. Mais on va, je pense, se détacher de ce offre-demande et on va plus aller dans un côté énergie dépensée sur un certain temps. Et à ce moment, et je finirai sur ça, s'il vous plaît, parce qu'on me fait des grands signes à côté, je ne sais pourquoi. Donc, l'économie et l'euro, on va dire. Si l'économie ne bouge pas en temps de crise et que ça imprime de l'euro, c'est ça qu'on appelle inflation. Si l'euro, on n'imprime pas de l'euro et que l'économie augmente, on appelle ça la déflation, donc c'est pas mal. Mais Bitcoin, fixé à 21 millions, on aura toujours une économie qui continue à pousser. Parce qu'il y a des gens qui viennent au monde, et on est de plus en plus. Donc il faut quand même de la croissance. La croissance, on ne peut pas la stopper. Mais 21 millions, et cette croissance, ça c'est le mécanisme qui fera en sorte que ce côté déflationnaire, un Satoshi paiera de plus en plus. Après, au niveau de l'estimation, si on n'a plus de repères, ben, à mon avis, il faudra trouver un nouveau mécanisme d'estimation, quoi. Comme ce qu'on connaît aujourd'hui a aussi été inventé un jour, il faudra inventer le mécanisme d'estimation du monde de demain. Bon, il y a certains livres qui en parlent, comme je vous dis, énergie, temps. Proof of work, énergie en kilowatts ou en kilojoules pendant 10 minutes. Toi, tu es architecte. Ouais. Donc, je suppose que tu dessines des maisons, des choses comme ça? Ouais. Principe, ouais. Principalement des maisons? Résidentielles, maisons, un peu de tout. Ok, super. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la tokenisation des biens immobiliers? Ouais. C'est vrai? Ouais. Super. J'ai fait un peu l'expérience, enfin j'en ai pas fait l'expérience directement, mais disons que très proche de mes partenaires ont essayé de lancer ça ici un peu au Luxembourg. Ok. Maintenant, la finalité, je sais pas si ça a été jusqu'au bout, parce qu'au début il y avait la question de l'ISSF, toutes ces instances qui ont surcontrôlé un peu. CSSF peut-être? Ouais, certainement. L'organe de contrôle? Voilà. Ouais. Et qui ont bloqué ça. ISSF, je crois que c'est la station spatiale, non? C'est peut-être ça. Peut-être que c'est eux qui l'ont bloqué. Donc on avait fait un petit ici c'est la Terre. Ah oui, c'est possible que ce soit ça. Non, c'est pas grave, voilà. On a compris. Et en fait, ils s'étaient lancés sur ce délire-là de pouvoir acheter, alors en fait, des mètres carrés d'appartements. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter l'appartement, d'en acheter des mètres carrés. Tu as 10 000 euros à investir ou 20 000 euros et tu as acheté justement par des biais de tokens donc les mètres carrés des appartements. Ouais. Bah, justement, le CEO de BlackRock, donc Larry Fink, il parle de ça en ce moment. Donc il dit, ok, Bitcoin, or digital, etc., c'est qui est déjà super positif qu'ils disent ça, tu vois, parce qu'ils étaient les années d'avant un peu contre Bitcoin. Là, ils ont un peu
changer d'opinion. Et il dit en fait que la prochaine vague, c'est justement cette tokenisation de un peu tout, des entreprises, des actions, des biens immobiliers, de la propriété intellectuelle, de l'art. Okay. Donc il y a vraiment aussi ça qui arrive quand on parlait tout à l'heure finalité. Bon, c'est peut-être pas finalité, mais ça fait partie de ce package blockchain, Bitcoin. Donc je redis Bitcoin parce que théoriquement, la tokenisation, c'est faisable sur n'importe quelle crypto, mais avec cette vision de Bitcoin, c'est la plus sûre à cause de son réseau, etc. En fait, c'est le plus smart de bâtir cette tokenisation sur Bitcoin, en fait. Ok. Et ouais, c'est exactement comme tu as dit. Donc, j'ai vu une vidéo récemment sur Insta, je crois, d'un gars qui parlait justement sur scène. Imaginez-vous, on lance un projet de construction d'un immeuble. On fait une appel de fonds, admettons qu'il y a 1000 tokens à vendre, un token va coûter, je dis 500 €, tu vois, donc 1000 tokens à 500 €, ça fait 500 000 € de budget donc, qui est appelé, donc c'est les gens qui vont financer l'appartement ou l'immeuble et ils seront donc propriétaires de 1 millième s'ils ont un token, donc en fait ça permet de, parce qu'en fait le marché immobilier n'est pas très liquide. Toi, tu dois être au courant de ça. Ouais, on le voit bien. Donc, je pense que tu dois être confronté à ça un peu plus que nous. Bon, en tant qu'architecte, moins qu'en tant que promoteur ou agent immobilier, etc. Mais tu le vois quand même. C'est clair. Donc, ouais, bon, disons, si tu as une maison, il faut que tu trouves quelqu'un qui est intéressé d'acheter ta maison, cet objet qui est unique, à cette géolocalisation. Donc, il y a beaucoup de critères qui doivent être checkés pour que la vente ait lieu. Mais demain, par rapport à la valeur du bien, moi j'ai peur en fait que du fait de tokeniser, Ouais, tokeniser. Ce verbe-là. Ouais. On invente des mots ici, de toute façon, donc c'est bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crains pas, par exemple, je dis un appartement, qui vaut, je sais pas, 10 tokens, 20 tokens, de 10 000 ou 20 000 €, ça fait plusieurs propriétaires. Sur une si par exemple on se met tous les trois à acheter un appartement, on va s'acheter je sais pas 5 tokens chacun, ça en fait 15 à la revente ça va être compliqué, mais le mec qui veut acheter et qui a la possibilité d'acheter l'appartement, parce que je pense qu'il y en aura toujours des gens qui vont investir dans du patrimoine, ça va être compliqué, les reventes, tu vois, le procédé comme ça. Et du coup, j'ai peur que l'appartement perde un peu en valeur. Alors qu'ici, on voit très bien, t'achètes une maison à 700 000 ici, je veux dire, les prix du Luxembourg. Tu la retapes, elle peut valoir 1 million en l'espace d'une année. C'est un peu le marché ici immobilier. Maintenant, un appartement comme ça qui est divisible et où il va falloir s'intéresser à plusieurs copropriétaires au final pour le rachat, est-ce que ça complique pas la vente, ça fait pas diminuer le prix du bien? Je sais pas, après quand tu parles de vente, est-ce que tu t'imagines que le bien entier est vendu, tous les tokens sont vendus au même moment ou En fait, moi je pars du principe que si un bâtiment est tokenisé, admettons qu'il y a 100 tokens, on est à 3 dessus, 33 chacun et un de plus. En fait, je trouve ça plus facile à la vente parce que si vous ne voulez pas vendre... Oui, mais si ça rend les choses faciles, ça rend les choses accessibles. Et donc, ça fait perdre un peu de valeur. Je sais pas, je pense qu'un bien, il est estimé par rapport à ce qu'il vaut, quoi, tu sais, et par rapport au prix du marché. Mais ici, justement, on voit très bien que c'est hors norme, que le prix du marché est totalement incohérent, comme Monaco. Dans les endroits où on n'arrive plus à construire par rapport à la demande, les prix augmentent. Donc si on commence à tokeniser des appartements, des choses comme ça, on risque de rendre tout accessible. Alors tant mieux pour ceux qui veulent l'acheter. Mais je pense que ça risque de faire perdre la valeur de l'immobilier, en tous les cas des biens qui sont tokenisés. Personnellement, je le vois pas. Enfin, je le vois. J'arrive pas trop à m'imaginer. Après, c'est mon avis. Quand tu as ton avis, il n'y a pas de problème. Je pense que par rapport justement à l'offre, comme tu as dit au Luxembourg, le terrain est limité. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici, parce qu'il y a énormément d'avantages. Donc, à mon avis, cette relation d'offre et de demande, elle restera inchangée. Qu'après, tu considères un bien ayant un prix comme une unité simple ou comme 1000 unités, je pense que ça ne change rien à la valeur du bien, tu vois. Ça sera juste plus liquide pour s'échanger. Admettons, on achète une maison
qui a 100 tokens en l'ARTAP, etc., sa valeur va monter par rapport à la valeur du marché, tu vois. Chaque bien a quand même sa valeur. Que le bien soit divisé par 100 ou non, il a sa valeur. Il sera simplement plus liquide à échanger. C'est-à-dire que si nous, on a tous des tokens d'un bâtiment, on aura probablement des locataires. On ne va pas habiter dedans et par rapport au prorata des tokens qu'on a, on se divise le loyer. Si maintenant, moi, je ne suis plus intéressé à avoir ce loyer, ben, je peux vendre mes tokens à un autre investisseur, hop, il saute à ma place dedans et en fait, le même business continue en fait, tu vois. Par rapport à la fluctuation des biens sur le marché, par rapport à l'offre et la demande, je ne pense pas que ça changerait quelque chose. Après, je pense que si un marché est plus liquide, on risque même de se rapprocher à un prix bien plus précis et moins spéculé, tu vois, vu qu'il y aura plus de transactions, donc on va plus vite atteindre la moyenne du prix, tu vois, plus cher, moins cher, etc. Et du coup, si on ne spécule plus, on n'aura plus cette inflation dans les prix. Et aussi, exactement. Après, il y a toute une philosophie donc, dans les cercles de bitcoiners, etc., qui dit en fait que une économie basée sur Bitcoin, donc qui ne crée plus de la valeur de rien, comme on fait en ce moment, qu'on appuie et qu'on crée de la valeur, toutes ces choses-là, comme les biens immobiliers, ils vont baisser à leur coût marginal de production, en fait. Ça veut dire qu'il n'y aura plus vraiment de premium sur ces biens-là. Après, ça, c'est de la philosophie, de la spéculation à long terme. Hein. Comme je dis, rien n'est fait, il faut observer. Il faut observer le monde comme il est en train de transitionner, comme il faut observer le BRICS, en vrai il faut tout observer, rien n'est donné encore. Mais voilà, la tokenisation, je pense que c'est un des arguments qui fait en sorte que déjà la crypto, tout confondu, elle a un certain avenir. Après, il faut juste parler des détails de qui que quoi pour pouvoir plutôt dire ça sera plutôt cela ou ce sera plutôt celui-là. Tu vois. Il y a toute la philosophie derrière d'analyse. Au niveau sécurité, etc. Ouais. Franchement, j'avais jamais entendu parler de ce concept, mais ça a l'air bien. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est cool, c'est beaucoup plus... pas accessible, mais je veux dire, ça aiderait beaucoup plus les gens à... C'est une forme de décentralisation aussi, là, tu vois. En fait, tout ce qui était centralisé sera décentralisé. Exact. Là, on parle de tokenisation de bâtiments. Donc, l'investissement dans des baraques, dans des immeubles, c'était destiné à une certaine élite. Il faut un minimum tu vois, pour rentrer. Ce système-là permet de décentraliser et de façon à ce que des petites personnes puissent aussi rentrer. Si on s'imagine un bâtiment à 10 000 tokens où tu pourrais rentrer avec 10 €, tu vois. Bah, je dis des chiffres farfelus, tu vois. Mais voilà, ça décentralise ça. Si on parle de tokenisation de la propriété intellectuelle, ça permet aussi de la propriété intellectuelle, certains brevets qui sont gardés, on invente des choses, on va dire le moteur à explosion, Ford ou je sais pas quoi, tu vois. S'ils ont gardé leur brevet pendant des années et des années, ça a permis à eux de se développer, mais pas aux autres concurrents qui n'avaient pas la même technologie. Ça permet de décentraliser la technologie, le savoir. Beaucoup plus de gens ont accès à ce savoir, ce qui fait en sorte que le développement technologique prend une accélération. Internet, c'était la décentralisation de l'information. À l'époque, il fallait regarder la télé, lire le journal ou lire des livres pour être au courant de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu fais clic, tu es sur Internet et tu as accès à toutes les informations de l'humanité presque. Bon, presque. Mais voilà, décentralisation de l'information, décentralisation donc, de tout ce qui est là, investissement immobilier, propriété intellectuelle, etc. Et en fait, Bitcoin, c'est la décentralisation de l'argent. Comme on dit, on n'a plus besoin d'intermédiaires, qui étaient en ce moment les banques et les banques centrales, on n'a plus besoin d'eux. Et grâce à cette technologie-là, il y a plein de domaines qui sont centralisés, qui peuvent être remplacés par un code, un algorithme qui tourne. Et en fait, cet intermédiaire n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, les États et les banques sont tellement puissants. Tu penses pas qu'ils vont freiner un peu après, cette décentralisation? C'est ce genre de conversation que j'ai toutes les journées. Parce que j'en parle partout de Bitcoin, ok. Je saoule tout le monde à ce sujet. Mais effectivement, et c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire. Le ban en Chine, c'est l'État qui se bat contre ça. Mais le problème, c'est que ils peuvent se battre autant qu'ils veulent. Ils n'ont aucun moyen de stopper en fait ce développement. Il y a eu le ban en Chine. Bitcoin il a continué à fonctionner. Les gens ont continué à miner.
ceux qui minaient en Chine, ils ont dit on peut plus miner ici, on part ailleurs et on va miner là où on a le droit. Et ils ont continué à miner et si tu regardes le réseau de Bitcoin, depuis ce ban, il est bien plus puissant. Donc aussi là, par ces caractéristiques tellement décentralisées, les États n'ont pas vraiment de quoi le stopper. Ils peuvent faire pression sur les gens, mais techniquement, ils n'ont pas moyen de stopper Bitcoin. Si on voudrait stopper Bitcoin, il faudrait s'imaginer, je ne sais pas, plus d'électricité sur toute la planète pendant des années. Alors là, oui, effectivement, Bitcoin est stoppé. Mais je pense que là, on aurait d'autres problèmes que de savoir si on a de quoi se payer. Et là, ça sera la loi du plus fort et il y aura vraiment d'autres priorités que ça. Mais techniquement, ils n'ont pas les moyens de stopper ça. Ouais. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport aux États, au fait, c'est marrant parce que tu vois, il y a des puissants et il y a des faibles. Et les faibles, c'est qui sont dominés par la monnaie, surtout les pays d'Afrique, qui sont très dépendants des pays occidentaux, surtout même pour quand ils vendent des matières premières et tout ça, ça doit passer par ici, c'est eux qui fixent les prix et tout. Donc, du coup, ça les arrange à eux. Au lieu de passer par le dollar ou une autre monnaie comme l'euro, où c'est eux qui décident les prix et tout, et ils passent par les bitcoins. Il y a des États qui ont acheté des bitcoins pour pouvoir commercer avec. Du coup, tu vois, ça tire de l'autre côté. Et voilà. C'est cette transition qui est en cours avec le BRICS. Bon, là, ils sont encore en train de dire aux nations utilisez votre monnaie. Mais moi, je pense, après ça c'est de la spéculation, je pense qu'à un certain moment, ils vont devoir switch sur Bitcoin. Pourquoi ? Le dollar avait cette hégémonie, parce que le dollar était assez stable, la puissance de l'Amérique, etc. Là, ils sont en train de dire que certains échanges seront faits en yuan, donc la monnaie de la Chine. Seulement, la Chine, elle est connue pour avoir débasé sa monnaie à plusieurs reprises, en imprimant en masse de l'argent, ils font en sorte que le pouvoir d'achat du yuan descende, ce qui rend le yuan à nouveau intéressant pour des investisseurs. Donc, tu as plein de fonds qui viennent et qui boostent l'économie. Donc, rien qu'avec cette réputation-là, des partenaires qui veulent un système égalitaire, tu vois, où il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de pouvoir sur les autres, ils n'accepteront pas ça. Il faut une monnaie apolitique. Et Bitcoin est apolitique. Bitcoin n'appartient à personne. Il n'y a pas de CEO derrière, il n'y a pas d'équipe de marketing et compagnie. Donc Bitcoin est une monnaie apolitique. Donc ce serait intéressant pour l'acceptation de tous les partenaires, sans qu'il y ait un partenaire plus dominant que les autres. Parce que c'est ça que les Russes ont accusé le système SWIFT. Tu sais, les Américains, ils ont mis des sanctions aux Russes, ils ont mis des sanctions à ceux-là. En fait, ils ont utilisé leur système de paiement comme une arme. Et c'est ça que Poutine a dit. Oh les gars, vous utilisez votre monnaie comme une arme, c'est fini maintenant, on va plus utiliser le dollar. C'est ça, tu vois ? Ouais, c'est con parce que maintenant ils ne voient plus, parce qu'avant ils avaient le contrôle sur tout, ils arrivaient à voir tout ce que les Russes faisaient, tout ce qu'ils achetaient et tout. Et maintenant, comme ils ont leur propre système SWIFT, ils ne voient plus rien du tout, ils achètent ce qu'ils veulent, ils vendent ce qu'ils veulent. C'est une transition qui est en cours, je pense. Et c'est justement cette guerre derrière les coulisses, une guerre commerciale, une guerre de tu vois, quand tu dis qu'il n'y a plus de marketing, etc. Ouais. Il n'y a pas d'équipe marketing à... Non, bien sûr, pour le Bitcoin, j'entends bien. Tout le monde fait ça. Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tu vois. On voit qui sont... Ouais, mais c'est pas vraiment, je veux dire, Facebook qui a une équipe marketing, un CEO, une stratégie, mais bon, ça etc. en profite à ceux qui en ont acheté à l'époque, bien sûr, on est d'accord. Bien sûr. Et c'est eux qui en font le marketing par le biais de leurs grosses boîtes. Le mec avec les panneaux solaires et ces belles voitures. Ben voilà, tu vois, c'est... Panneaux solaires et bonnes voitures ? Tu connais ? Elon Musk ? Exactement. Yes. L'ISSF. C'est pour ça l'espace. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de mec qui a... On voit qui arrive avec sa puissance, sa force de frappe, qui arrive à faire bouger le truc. Et c'est complètement à nouveau parce qu'il est très tôt. En fait, on parle ici de quelque chose. C'est comme si on parlait de l'internet avant qu'il y ait les premiers modems. C'était quoi, 36K, je sais pas. À chaque fois, ça va profiter à quelqu'un. On est d'accord que dans tous les principes, ça profite. Bien sûr. À quelqu'un. Mais c'est le proof of work. Oui, bien sûr. Ça veut dire si tu as passé ton temps à étudier Bitcoin et si tu as reconnu Bitcoin pour ce qu'il est, tu sauras te placer en tant qu'avant-garde et acheter Bitcoin avant les autres, tu vois. Si tu ne fais pas ce proof of work, cette preuve de travail d'aller t'informer, etc., peut-être que tu vas te réveiller un jour, tout le monde aura Bitcoin sauf toi. Et là, tu payeras Bitcoin au prix qu'il est. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce proverbe, ce meme sur Internet qui tourne, que tout le monde achète Bitcoin au prix qu'il mérite.
Ouais. Tout le monde. Ouais, mais je pense que ça pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Hein. Parce que le monde, la façon dont ça bouge actuellement, c'est impressionnant. Il y a tout qui change en fait. Hein. Il y a tout qui change et moi je pense aussi que ça va aller vite. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont en cours, tu vois. Donc il y a la maturation des bonds en Amérique, tu sais. En fait, quand tu crées une dette, admettons, l'Amérique appuie sur l'imprimante et ils impriment 1000 milliards. Donc en américain, 1 trillion, ok? 1 trillion. On dit pas ça, on dit 1 billion en français, mais je vais rester sur les trillions parce que le T, j'aime bien sur la langue. Imagine, ils impriment 1 trillion. Ils doivent en fait créer en parallèle un Schuldschein, en fait un bon de dette, tu sais, de 1 trillion qu'ils vont essayer de donner à quelqu'un, de vendre, de confier à quelqu'un. En fait, imaginons, toi tu es le Sénégal, moi je suis l'Amérique, bim, j'imprime 1 trillion et je te dis, ok, est-ce que vous voulez racheter notre dette? Ça c'est une garantie qu'on va devoir vous donner 1 million plus les intérêts, etc. Tu vois, c'est une certaine garantie. Mais en ce moment, le BRICS, etc., ils disent, ok, dollar, on n'en veut plus, on ne veut plus rien entendre du dollar, etc. Et en fait, il y a la maturation des bonds, c'est-à-dire qu'on arrive au délai où les Américains doivent payer leurs dettes à ceux qui ont les bons là. Seulement, il n'y a pas d'argent. Ils vont devoir imprimer de l'argent pour payer cette dette aux porteurs des bons. Mais comme l'Amérique, il n'y a plus personne qui veut en savoir quoi que ce soit, cette nouvelle dette qui sera créée, il y aura des nouveaux bonds avec. Qui c'est qui va les acheter? Si personne ne les achète, c'est problématique, tu vois. Donc en fait, on est un peu confronté à ça. Oui, il y a l'hégémonie d'Amérique qui est en train d'être un peu dissoute, tout doucement, même si tu écoutes les médias, il n'y a aucun problème, le système financier est robuste, l'inflation n'existe pas, c'est dans la tête des gens. Donc il y a un peu cette guerre-là économique qui est en cours, et à mon avis, ça peut craquer à tout moment. Je crois que c'était Lénine qui disait, il y a des périodes où pendant des années, des semaines se passent, et il y a des périodes où pendant des semaines, des années se passent. Ok, on a dû faire un petit break parce qu'ici, il y a des gens qui appelaient Bitcoin Bitcoin. Et du coup, on parlait d'un altcoin. Non, on parle toujours de Bitcoin sur Halving. N'hésitez pas à commenter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on a parlé du BRICS et de tout ça. De quoi on peut parler encore? Ouais, parce que Axel, vu qu'on ne se connaît pas beaucoup, moi j'aimerais savoir en fait juste comment tu es rentré dedans, c'était quoi, qu'est-ce ton moteur en fait? Alors, moi j'ai commencé à... On avait parlé bizarrement il y a très longtemps, mais vraiment, je peux pas te dire, mais il y a bien 10 ans. On me parlait de ça et on me dit ouais, c'est intéressant, c'est... Le micro à la même époque que... Tesla avait commencé, tu vois, etc. sur les actions. C'est Swagman qui t'a inspiré. Ouais, exactement. C'est qui ça? Je connais pas, j'ai pas la ref. Swagman, tu connais pas? Non. Ouais, c'est un taré, c'est... qu'est-ce que je peux te dire sur lui? Comment t'appelles ça? Swagman. Ok. Posey. Ah, Swagman. Ouais. Swagman. Ouais, tu sais, moi je suis de Californie, du coup l'accent c'est... Posey de la tête aux pieds. Exactement. Il parle de Bitcoin, lui? Il y avait un moment, il était... moi, je sais pas, c'est lui, je pense que c'est sur lui que j'ai... Il en avait parlé. Ouais, il en avait parlé un moment, Ok. parce que je le suivais beaucoup. Mais... Wow. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai commencé comme ça avec des potes qui m'ont parlé, mais Swagman, quoi. vraiment à la con, Next c'est genre level. les 200 balles, etc. Et puis, j'ai laissé couler, j'avais autre chose, j'étais dans mes études et tout, et je laisse passer. Et puis, après, quand j'ai fini mes études, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, salaire, etc., je me dis, putain, ça commence à être intéressant. Et là, tu commences à voir les trucs, les bitcoins, etc. Et donc, je vais sur les plateformes, style Revolut. Je sais pas si on peut en parler, hein, tout Non. ça. Non. Mais si. Coinbase. Non. Ouais, on peut parler de tout. Bon, voilà. J'en ai dit 3. Et... Genre, on est à la télé, il faut dire 3 marques, tu vois. Bah ouais, Sinon, il y a le CSA qui va nous poursuivre en justice. L'Arcom, on dit. Ah, pardon, moi je suis à l'ancienne, moi. Mylène Farmer, tout ça. Et puis du coup, j'en achète là-dessus. Et j'en achète, j'avais mis 500 balles, tu vois, c'était pas grand-chose. Et j'avais laissé. Et puis ça commençait à monter effectivement. Sauf qu'à un moment donné, je me dis, bon, j'ai peut-être besoin un peu des sous. Puis je voyais, ça montait, ça descendait, etc. Et j'ai retiré, et puis je remettais, je retirais, voilà. Donc ça s'est arrêté à ça. Et depuis le séminaire de la dernière fois, j'ai repris les choses un peu plus sérieusement. Je me suis un peu plus instruit là-dessus. J'en ai parlé avec mes collègues et tout au boulot. Et je me suis dit, bon là, il faut vraiment que je m'y mette.
Mais je suis repassé par une plateforme, tu vois, de Coinbase. Et justement, moi, c'était un peu vers quoi je voulais un peu me tourner pour que tu m'expliques un peu mieux. Je veux avoir mes bitcoins. Je veux avoir ma monnaie à moi dans ma poche. Tu vois. Parce que c'est important de dire que Bitcoin sur une plateforme genre type Coinbase ou Binance, etc., c'est pas vraiment Bitcoin ou la philosophie Bitcoin. Parce que tu n'es pas en possession de la clé privée. C'est ça qui est important. Ouais. Et pour moi, ça, c'est ma prochaine étape, tu vois. Ok. Ouais, mais c'est tout simple en vrai. Est-ce que tu as déjà fait un peu des transactions déjà? Tu as déjà envoyé Bitcoin ou est-ce que tu as acheté et ils n'ont pas bougé? Non, là j'ai acheté, j'ai pas bougé. Ok. Ouais. Ouais, en vrai, tu dois simplement les transférer sur une plateforme où tu es en possession des 12 mots. Je dis une plateforme parce que moi personnellement j'aime bien utiliser Relay, donc c'est une application sur Android, c'est une société suisse. Donc c'est un wallet où tu peux acheter tes bitcoins, mais l'avantage c'est que tu es en possession de tes 12 mots. Okay, donc tu es vraiment en possession des bitcoins. Ouais. C'est juste que là il y a encore divers aspects à considérer, c'est-à-dire que tes mots sont liés à l'application d'une certaine manière. Donc, en étant en mode parano, on peut s'imaginer qu'un hacker hack l'application et puisse accéder à tes mots. Tes mots sont sur une application qui est connectée à Internet. Donc, pour vraiment essayer de réduire les risques complètement, il vaut mieux en fait transférer ça sur ce qu'on appelle un cold wallet, donc un wallet qui n'est pas connecté à Internet, donc type Ledger, Trésor, etc. Donc ça, c'est vraiment des portefeuilles qui ne seront pas connectés à Internet. Et encore, il y a encore d'autres portefeuilles qui font en sorte que d'être encore plus sûr. Parce que par exemple, chez Ledger, tu as le Ledger avec Bluetooth, tu as le Ledger avec câble. Pareil, en étant parano, on peut s'imaginer qu'on branche son Ledger à son téléphone et qu'un hacker réussisse à rentrer dans le téléphone et à passer dans le Ledger par la connexion du câble. Donc tu as des wallets, donc des cold wallets, qui sont dits airtight ou air-gapped. C'est-à-dire qu'il y a aucune connexion avec l'extérieur, tu vois, qui sont pas d'internet, pas de câble, pas de Bluetooth, de NFC ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est genre des wallets où tu mets des cartes mémoire. Et en fait, tu vas signer ta transaction avec tes 12, parce qu'il faut savoir que quand tu envoies des bitcoins, tu signes en fait ta transaction avec ta clé publique et ta clé privée. Ça te permet de montrer donc au réseau que tu es le possesseur de ces bitcoins et que tu puisses les envoyer. En fait, avec ce wallet-là, tu vas signer une transaction qui est sauvegardée sur une carte mémoire. Tu sors la carte mémoire et tu la mets dans un ordinateur connecté à Internet et tu broadcastes ta signature, ta transaction signée et les bitcoins se déplacent. Ça te permet d'avoir vraiment une isolation totale d'Internet, des moyens d'introduction dans ton appareil. Quoi. Bah alors du coup, j'en veux un, je fais comment ? Écoute, peut-être pas celui avec la... Non, parce qu'il est assez complexe, c'est vraiment pas pour les débutants. Il y a plein de fonctionnalités, il est un peu plus complexe que les cold wallets pour débutants. Pour débutants, moi je te conseillerais un Trésor. On n'est pas affilié, on n'a pas d'avantage en prononçant le mot Trésor. Mais si ils veulent faire un petit don... Mais si vous voulez faire un petit partenariat, on n'est pas contre. D'ailleurs, je pense qu'on va vous contacter sous peu pour pouvoir conseiller aussi nos amis, notre communauté. Ouais, donc un Trésor, parce qu'il y a une petite histoire autour de Ledger, en fait, qui sont en train, tout doucement, j'ai l'impression de s'éloigner de la philosophie de base. En fait, ils ont proposé un service cloud où tu pourrais sauvegarder tes mots et les récupérer en cas de perte, tu vois. Donc, ok, au niveau confort, c'est pas mal, parce que tu as vite fait de perdre des mots, mais à nouveau, tu as tes mots dans un cloud, c'est pas très sûr, tu vois. Exactement, niveau sécurité. Donc il y a tout un comportement de responsabilité qui vient avec la possession de Bitcoin, tu vois. Ouais. Donc moi j'aime bien parler de ça, de la 4e révolution industrielle qui est en fait la révolution de l'homme. Parce que Klaus Schwab, il a parlé de la 4e révolution industrielle qui est en cours. Qui ça ? Klaus Schwab, bon ça c'est un autre, c'est un autre thème, on va pas absolument parler de ça, du World Economic Forum et du Klaus Schwab, mais il parlait de 4e révolution en cours, la révolution de l'individu. Et moi, je suis persuadé que ce qu'il dit est vrai. C'est juste que je pense que ça ne va pas aller dans la direction que lui il décrit, mais plutôt dans une autre direction de liberté et de liberté d'expression et toutes les formes de liberté. Parce que l'individu va reprendre ses responsabilités de ses finances, chose qu'on n'a plus, parce qu'on a donné cette responsabilité aux banques.
n'est-ce pas? On va reprendre la responsabilité, à mon avis, au niveau politique et en fait, tout. Cette décentralisation, on peut l'appeler décentralisation, ou si tu te mets de l'autre côté du point de vue, on parle de reprise de responsabilité dans plein de domaines, en fait. Ouais, mais toi, tu sais comme ça, vraiment, c'est la direction là que tu... Moi, je vois ça comme ça. Bah, après... Non, mais je suis parfaitement d'accord sur ça et franchement, j'aimerais que ça soit comme ça, tu vois. Mais quand je vois ce qui se passe avec les politiques, par exemple, tout simplement en France, là, dernièrement, je pense qu'ils sont en train de voir pour voter une loi où chaque personne qui est contre un vaccin ou qui parle mal du vaccin ou quoi que ce soit, un truc comme ça, tu vois, direct, t'es condamné, t'as des amendes, des trucs comme ça, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en train de nous restreindre notre liberté et tout ça, tu vois. Alors j'ai vu ça aussi, c'était une proposition de loi qui heureusement n'a pas été votée, donc elle n'est pas passée. Mais ça aurait été... Enfin après, c'est très autoritaire comme... tu vois. Donc, bien sûr que les États... enfin, moi, personnellement, je suis d'avis que ça devient autoritaire depuis un moment. On l'a vu pendant le Covid, etc. Donc, bien sûr qu'ils ne se laisseront pas faire. Les États, ils vont devenir de plus en plus autoritaires. Mais moi, je vois cette prise de responsabilité. Après, il faut se poser la question de à quoi ça va ressembler de notre côté. Si ça devient de plus en plus autoritaire, etc. Si ça rejette Bitcoin. Ouais, c'est une observation qu'il y a à faire à ce niveau-là. C'est pas plus mal. De quoi ? Si ça devient autoritaire, ça veut dire qu'ils ont peur. Exactement, et en fait, c'est là où je voulais en venir. En fait, les masques tombent, tu vois. Donc, les gens se rendront compte, tu vois. Tout ce qu'on est en train de parler là, de ce monde de demain, c'est un peu de la spéculation sur ce qui pourrait arriver, basé sur ce qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Mais pas tout le monde est au courant de ça. Pas tout le monde n'est d'avis que les États sont autoritaires, etc. Tout le monde a sa résistance, etc., ou sa vision. Donc oui, si les États deviennent plus autoritaires, peut-être qu'il y aura de plus en plus de gens qui remarquent ça, et ils vont prendre cette responsabilité, tu vois, de cet isolement, en utilisant Bitcoin, comme c'est pas sous leur contrôle, etc. D'une certaine manière, tu fais un acte un peu révolutionnaire, tu vois. Tu veux utiliser donc cette nouvelle technologie qui n'est pas dans leur contrôle. Par rapport à ce que tu dis, moi, je pense aussi que... Allez, la plupart des gens sont très bien conscients que ce qui se passe, que les États deviennent de plus en plus autoritaires. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui soit conscient. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le savent en fait. C'est juste que l'être humain, je ne sais pas pourquoi, on a besoin, j'ai l'impression qu'on a besoin de ce déclic-là, ce truc qui va nous faire... je sais pas, mais je pense aussi qu'il faudrait un jour, ça va péter pour moi, tu vois. Il faudrait qu'il pète une fois. Comme le monde a toujours été comme ça. À chaque fois qu'il y a un changement, c'est parce qu'il y a quelque chose de majeur que tout le monde a pris conscience, comme par exemple les guerres mondiales, tout ça, blablabla, tu vois. Bon, j'espère pas qu'on sera là, mais je pense qu'il faudrait un moment qu'il y ait un truc qui va nous faire prendre cette décision, cette déclic-là, pour pouvoir changer les choses. C'est genre un précipice. Ouais, tu trouves pas que par rapport à justement cette liberté un peu, enfin, qu'on a de moins en moins par ces lois, toutes ces choses-là. Donc là, c'est plus politique, peut-être rien à voir avec le Bitcoin, mais on nous contraint, on a l'impression qu'on nous contraint de plus en plus, mais d'un autre côté, on voit aussi un wokisme qui se développe de ouf, et parfois ça devient littéralement n'importe quoi. On est capable de nous attaquer pour rien du tout. Du coup, il y a un peu ce double jeu aussi, et donc parfois l'autorité peut faire du bien. Alors, effectivement, peut-être que les vaccins, c'est un peu exagéré, mais voilà, je pense que parfois il faut aussi ce côté un peu autoritaire sur... Il a utilisé le mot en V. Alors c'est très sensible sur YouTube d'utiliser le mot en V. Ouais, en plus on parlait de la loi en France là, et qu'il faut pas critiquer les... Faut pas du tout parler. Donc bon après... Non mais t'as raison. Moi je par rapport à ce truc là, enfin... J'ai jamais, j'ai fait mes doses, tu vois, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai peut-être suivi le truc comme un mouton, mais je l'ai fait, je suis pas contre, je suis pas pour, voilà, c'est... Mais il y avait une certaine pression quand même. Il y avait clairement une pression. Mais t'avais pas le droit de sortir de chez toi, à part si tu promener ton chien, etc., tu vois. D'un autre côté, je l'ai aussi compris, un peu, je pense que la plupart on l'a compris, aussi, tu vois. Alors peut-être qu'il y a eu un moment d'exagération,
le deuxième, le troisième, le quatrième, ça commence à faire un peu long. Mais à un moment donné, on peut pas non plus aussi laisser cette totale liberté, sinon vers où on serait allé, tu vois, à se dire ok, bah plus de vaccins, plus rien. Ouais. Bon, à un moment donné, je pense qu'il y a un truc qui va péter. Et là, ça peut péter dans l'autre sens. Et ça peut être encore plus mauvais, tu vois. Je pense. Après, on sait pas. Peut-être qu'on ne verra jamais. Non, mais je pense que... Mais le contrôle, la rigueur que les États, etc., doivent avoir aussi sur nous, c'est quand même important. Alors peut-être essayer d'avoir ce juste milieu pour laisser aussi une part de liberté. Ouais. Mais voilà, une régulation peut-être plus souple, mais quand même. Ouais. Bah, on est pas mal régulé, l'État n'est pas mal présent, donc la politique s'est un peu émissée dans nos vies privées par le Covid, tu sais, parce que la politique c'était bien beau de dire ok, on fait des accords économiques avec les pays là et les pays là, mais là ils étaient en train de te dire toi, petit gars, chez toi, tu sors pas, tu vois, donc c'est vraiment la politique dans la vie privée. Qui pour moi ça a été un peu trop loin, tu vois. On a un peu vu dans l'histoire que quand les États ou les gouvernements commencent à être grands, tu vois, ils empiètent vraiment, ils commencent à prendre du pouvoir et ils commencent à s'immiscer dans la vie des gens. Et je trouve que la vie politique n'a rien à faire dans la vie privée des gens. Toi, tu es d'avis que des régulations, des choses comme ça sont nécessaires. Moi, personnellement, je pense que tout le monde est assez grand pour vivre comme il en a envie. Bon, après, sans les excès, je veux dire, les dérives criminelles ou des choses comme ça. C'est ça le problème, en fait, tu vois. Je pense que peut-être que toi, tu es assez sain d'esprit, je l'espère en tout cas, pour justement pouvoir t'auto-réguler. Ouais. Mais il y en a, ça peut partir à tout moment. Absolument. Et on le voit déjà, rien qu'avec toutes les autorités qu'on peut avoir, et parfois on met pas assez d'autorité aussi. Je pense qu'il faut aussi se rendre un peu à l'évidence que parfois ça manque un peu d'autorité pour certaines choses, et peut-être trop souple pour d'autres. Tu vois, voilà. C'est là où... Mais je pense que la majorité des gens sont quand même sains d'esprit. Je pense. Après, il y a cette diffusion à travers les médias qui... mais ça veut dire cette chambre d'écho, tu vois. Ça veut dire que ceux qui sont sains d'esprit et qui sont totalement libres vont être bien, eux, dans leur peau, mais d'un autre côté, il va y avoir ces mecs qui ont un pet au casque et qui vont faire n'importe quoi. Et on voit, ça peut aller très loin. Ouais, bien sûr. Je pense qu'un minimum de... on va dire d'autorianisme... Voilà, donc tu l'as avoué, finalement. Bah, pour ces gens-là, tu vois, si t'es tueur en série, on peut pas te laisser être libre, tu vois. Donc... mais même t'es pas tueur en série, tu roules à 200 sur l'autoroute. Je suis peut-être le premier à vouloir profiter d'une bonne voiture, etc. Okay. Mais c'est ce qui se fait en Allemagne, non, sur les autoroutes. Ok, certainement. Mais si t'as bu un coup, si voilà, bah, bien sûr. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Bien sûr. Tu peux même tu tues toi à la limite. Ok, tant pis pour ta gueule. Mais tu tues un gosse dans la... Ça, c'est un débat infini, tu sais, parce que tu peux boire un coup et rouler à 20 et écraser un gosse. Comme tu peux rouler à 200 en Allemagne pendant 10, 15 ans. Je pense que le mec va peut-être moins s'en vouloir que le... Ouais, bien sûr, c'est clair. Totalement éclaté. Ouh, Pierre Palmade. Salut YouTube. Salut Pierre. Non, mais... je l'ai croisé au campus hier. Ah ouais. Non, ouais, c'est clair. Après, je pense que tout le monde a son avis là-dessus. Il y a Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine, qui a fait un speech au World Economic Forum et qui, lui, était d'avis, en faisant toute une analyse de l'histoire, etc., qui disait les peuples s'enrichissaient, le monde allait beaucoup mieux sous un vrai marché libre et sous une monnaie dure. Donc je ramène à Bitcoin, parce qu'on a un peu dérivé, là, on était déjà chez les vaccins, on va finir banni sur YouTube, et alors qu'on commence. Non, donc il disait que les peuples s'enrichissaient et sous un vrai marché libre et sous une monnaie dure ou un vrai standard dur. Et il disait justement que toutes ces régulations font en sorte qu'on n'a jamais vraiment eu de vrai capitalisme parce que les gouvernements n'arrêtent pas de réguler le marché, tu vois. Donc voilà, oui, après, je pense qu'il y a plein de débats philosophiques, donc comme on disait à 200 sur l'autoroute en Allemagne, on peut débattre à gogo. Au final, ça revient de la responsabilité de chaque individu, de ne pas faire du mal à une personne tierce, tu vois. Mais je pense que quand même les saints d'esprit sont en majorité, tu vois, parce que quand tu vois la plupart des gens dehors, c'est des gens qui vont bosser le matin, tu sais, métro, boulot, dodo, t'entends même pas parler d'eux.
dès qu'il y a un con qui fait une connerie dehors, ça sera marqué dans les journaux et t'es confronté à ça, tu vois. Mais parce qu'on a aussi ce contrôle et ces instances qui sont là pour nous driver. Tu penses que c'est vraiment dû à ça que tu ne vas pas voler des voitures? Je pense que peut-être par le moyen de la peur, parce que c'est typiquement avoir peur peut-être de se faire arrêter, de payer une amende, que des fois tu t'auto-régules à pas faire de conneries, tu vois, de pas voler un sneaker dans un truc. Parce que c'est pas la bonne chose à faire aussi quand même, non? Moralement. Bien sûr, mais oui, mais il y a des gens, moi j'ai une morale, donc je ne vais pas faire ces choses-là. Mais beaucoup de gens ont passé ce cap-là. Donc je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens dehors ne vont pas ne pas voler des motos parce qu'ils se disent j'aimerais bien voler une moto mais je risque d'avoir des problèmes. Tu vois, je pense que c'est plutôt non, on vole pas une moto, ça se fait pas. J'ai envie de voler la moto. Ils se disent juste j'ai envie de cette moto. Si demain il y a personne qui vient me contrôler et qui me met les menottes, c'est GTA. Très révélateur ce que tu es en train de nous dire, mon petit. Non, mais c'est comme dans tout. Demain, il y a une Rolex qui est posée sur. Si t'as un maximum de. Moi, je pense que ça dépend des personnes. Hein. Non, tu penses pas? Enfin, moi, je pense que. Tu veux des partages ou. Vas-y, tu t'en dis quoi, toi? Moi, je pense que ça va aller. Hein. Ça va aller? Ouais. En fait, moi, j'ai un truc qui me tarote dans l'esprit depuis longtemps. T'as voulu nous remettre sur Bitcoin, toi. Ouais. Non. Et pas Bitcoin! Pas vraiment ça. J'ai une question, en fait. J'aimerais savoir qu'est-ce que votre avis sur ça. Pensez-vous vraiment qu'on est la démographie du monde? Est-ce qu'on est trop sur Terre? Non. Je pense pas. Je n'ai absolument pas d'avis là-dessus, je sais pas. Non? Je me suis jamais posé cette question, mais... Moi, je pense pas. Parce qu'on nous le dit tout le temps. Oui. On est trop sur Terre, on est trop sur Terre. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, aux ressources et tout, probablement. Par rapport aux ressources, peut-être que oui. Mais par rapport à... je sais pas... Par rapport aux ressources, tu penses qu'on est vraiment trop sur Terre? Non, je pense qu'il y a un problème de répartition des ressources. Le micro, tu peux lui passer quand il parle, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un problème des ressources. Répartition des ressources sur Terre. Voilà, tu vois, après, c'est des inégalités, en fait. Et du fait peut-être d'être trop nombreux, ou certains trop peu nombreux, va faire jouer sur ce ratio-là. Et peut-être que là, il y aura des inégalités qui vont commencer à se créer. Mais je sais pas si c'est vraiment lié. Là, tu nous as mis dans un truc tellement complexe. Non, moi j'aime bien, mais... moi j'aime bien. J'aime bien la complexité. Par rapport à ce qu'il dit, tu vois, la répartition des biens et tout ça. Imagine-toi, tu vis dans un pays où c'est moi ton président, ok? Moi je bloque la richesse à 10 millions. Tu mets un plafond, tu veux dire? Un plafond. Ouais. Tu peux pas dépasser ça. Ouais. C'est le max. Il n'y a pas de millionnaire, il n'y a rien du tout. Ouais. Comment ça se passerait le monde? Mais l'argent va où alors? Si certaines personnes sont plafonnées, est-ce que l'argent va ailleurs, chez les gens qui ne sont pas plafonnés ou... Oui, il faudrait tout simplement voir. Bon, j'ai bloqué à 10 millions, je sais pas, maintenant je dis comme ça. Oui, bien sûr. Parce que 10 millions pour moi ça suffit pour vivre, ok? 10 millions d'euros, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire avec, c'est super beaucoup déjà. Ouais, tu vois, ça suffit largement. Ça dépend où tu es, ouais, exact. Donc, après, si tu vois tous les milliardaires qui a toute la pauvreté qu'il y a sur la Terre. Il y a un problème de répartition. Donc, tu vois, il y aura vraiment quelque chose qui va descendre, ça va plus s'étaler sur... Maintenant, je te dis qu'il y a un problème de répartition, parce que je vois où tu veux en venir. Ouais. Tu veux dire que les leaders en Afrique sont sous contrôle des pays de l'Ouest et qu'il se passe quelque chose là, de façon à ce que l'Afrique n'arrive pas à se développer. Ouais. Donc l'Afrique est en train de changer de partenaire en ce moment. Ils sont plus en train de se diriger vers la Chine et la Russie. Parce que les Turcs, c'est déjà fait. C'est déjà fait, exactement. Parce que ce qui se passait avec l'Ouest, c'est qu'ils allaient piller les ressources et les ramener dans l'Ouest. Et là, les Russes et les Chinois, ils sont en train de dire, écoute, on va chercher vos ressources, on les sort, on les laisse chez vous et on vous apprend à avoir les connaissances surtout, de l'industrie, etc. Ouais. Bon, après, c'est des paroles, on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne vais pas les placer, les Chinois. Tu vois, je ne vais pas les mettre là, les Chinois et les Russes, si on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Mais la promesse, elle est meilleure. Donc, ils se sont dirigés vers le nouveau partenaire. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que
tu vas pouvoir monétiser les ressources naturelles de ton pays, chose que tu ne pouvais pas avant. C'est-à-dire, si tu dois extraire de l'or, ben, tu dépends déjà de tous ceux qui ont la machinerie pour extraire l'or et le savoir-faire, etc., qui vont de toute façon exporter l'or comme l'Ouest l'a fait. Là, tu vas pouvoir monétiser les ressources naturelles de ton pays. Admettons, une cascade d'eau. Donc, tu as de l'énergie dans cette cascade en mouvement. Tu peux t'imaginer que tu fasses un barrage hydroélectrique ou des turbines ou quoi que ce soit. Tu produis de l'électricité sur place, tu branches des miners et tu mines Bitcoin. Et à cet endroit-là, tu utilises les ressources naturelles pour créer de l'énergie et pour créer Bitcoin. Donc, tu monétises tes sources naturelles d'énergie dans ton pays. Ça va permettre un certain développement qu'ils n'avaient pas la capacité de faire avant. Tu vois, quand tu dépends d'une tierce personne qui doit t'amener la technologie et le matériel, c'est plus complexe que si tu peux simplement utiliser tes ressources naturelles. Bon, tu vas me dire, il me faut des miners quand même. Donc, ouais, les ressources, donc c'est déjà en cours là, cette monétisation des ressources naturelles. Donc c'est vraiment un axe de développement pour l'Afrique et de se détacher un peu de ces maîtres là un petit peu. Donc le trend aussi est né pour les prochaines années. Il y aura quand même un développement grâce à ça. Après peut-être aussi grâce au partenariat, comme on a dit, Chine et Russe, qui est peut-être un peu plus bénéfique pour eux. Mais ça reste à voir, hein. Rien n'est donné. Il faut voir. Hein, faut voir. En politique, il n'y a pas d'amis, hein. C'est que des intérêts, tu vois. Exactement. Et ouais, j'aurais une petite question pour toi. Si là, tu te retrouvais avec genre, je sais pas moi, 100 bitcoins comme ça et que tu devenais... ça aurait été quoi ton premier truc, ton premier délire comme ça? Si je suis genre demain multi-riche, multimillionnaire, tu vois. Mais moi je suis assez, moi j'ai pas besoin de grand chose, donc je suis pas dans les, je pense pas que je serai dans les grosses voitures ou dans les grosses baraques, etc. Je pense que je me paierai simplement du temps avec ça, plutôt la liberté. Genre le privilège de ne pas devoir me lever tous les matins pour aller bosser pour quelqu'un. Je pense que j'irai quelque part au soleil. Après, tu peux toujours construire une maison avec moi comme architecte. Hein. Mais en même temps, si tu étais chez Alving, ça veut dire que tu as des bitcoins aussi et on sera tous les deux multimillionnaires. Exact. On se retrouve à la plage, où ça? En Thaïlande ou quoi? Seychelles, ok, ça va. Mais ouais, moi ça serait très sobre, je pense. Ouais. Et je pense que je continuerai même l'éducation bitcoin, s'il faut. Et voilà, je pense que j'essaierai de développer un peu aider les gens autour de moi, je pense, ouais. Un peu un truc positif quand même, ouais. C'est bien. Pas trop dans le claquage. Et toi, Axel? Moi, écoute, c'est vrai que j'ai aussi envie de profiter. Et profiter, déjà, moi, ma liberté, je pense l'avoir par mon taf. Je suis indépendant, donc je fais ce que je veux. Après, j'ai envie de nourrir ça. Donc j'ai envie de peut-être encore plus développer. C'est quelque chose que j'aime bien créer des business, j'aime bien faire, donc peut-être investir dans ce sens-là. Et évidemment, j'ai aussi envie de kiffer, donc ouais, une belle caisse, des belles montres, des belles fringues. Voilà, c'est sûr que on a tous cette petite part aussi un peu de démon en soi, mais non, voilà, c'est voyager, voilà. Mais les investissements, j'ai envie de créer des business, investir, faire des trucs de fou comme ça. Après, on verra. Hein. Et toi, Yannick? Moi, la première chose que je ferais... Des chemises. Ah, merci. Oh, l'introduction. On va remercier Yannick d'avoir mis un polo Bitcoin pour venir avec les couleurs de Bitcoin. Yes. Acheter au Deleuze. Il y a un petit effort à faire. Il y a un petit effort à faire au futur. Hein. On va mettre des habits couleur Bitcoin. L'équipe marketing derrière. On veut des t-shirts Bitcoin. Merci. Non, mais je pense que la première chose que je ferais, c'est acheter une nouvelle carte SIM pour bloquer beaucoup de gens, en fait. Je déconne. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'adrénaline, tu vois. Je pense que je serais plus dans ta direction aussi. Mm-hmm. Ça serait de créer des trucs. Je pense que ça serait très ennuyant comme ça. Je m'imagine pas du tout, genre, avoir des big sommes et de... Ouais, c'est bon. J'aurais l'impression que tout est accompli, tu vois. C'est fini. Ouais. J'ai besoin d'adrénaline. J'ai besoin de faire des trucs. J'ai vraiment besoin d'entreprendre, d'aider les gens. J'ai besoin de faire quelque chose, tu vois. Et en plus, tu peux mieux entreprendre parce que le risque... Bah, on imagine, hein, t'as nos limites. Hein. Ouais. Tu te casses la gueule pour avoir investi tant dans une boîte, ça te fait moins mal qu'aujourd'hui, où tes ressources sont moins infinies. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est ce kiff de pouvoir créer, de voir. Imagine, ça cartonne encore, c'est la fierté, parce que finalement, tu le fais plus pour le fric. Mais c'est je pense, vraiment un bon
un bon mindset. Moi, j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Donc, si on est déjà en train de spéculer en mode, ouais, on est multimillionnaire, comme tu as commencé, c'est quand que je serai multimillionnaire? Peut-être un jour, Inch'Allah. Quand on sera Juste, voilà, c'est ça, cette parenthèse que je voulais faire. Si jamais vous avez Bitcoin, si jamais vous avez pris la décision d'acheter Bitcoin, parce que comme on a dit, on ne donne pas de conseils financiers ici, on ne vous dit pas d'acheter Bitcoin. Mais si par vous-même vous décidez d'acheter Bitcoin, la seule chose que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas encaisser du profit une fois que Bitcoin a atteint 100 000, ou une fois que Bitcoin a atteint 500 000, ou 1 million. Okay? Parce que si on a cette vision des phases de monétisation, n'est-ce pas, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui viendront dans Bitcoin. Bitcoin va grandir, grandir, grandir. Donc, n'allez pas vendre Bitcoin à 1 million si il continue à grimper, parce que vous allez faire rien d'autre que ce qui a déjà été produit dans l'histoire. Il y a plein de tweets que tu peux retrouver sur Twitter, bon, qui est X maintenant, mais j'ai encore plein de tweets de sauvegardés sur mon téléphone, de gens en 2012, 2013 ou je ne sais quelle année qui disaient ouais, après le nouveau pic de Bitcoin, je ne pense pas qu'il va passer au-dessus des 3 $, alors je vends mes 100 000 Bitcoins à 3 $, il ne montera plus jamais. Tu vois, cette vision de penser qu'on est arrivé au bout. Juste une fois que Bitcoin aura absorbé les capitalisations de l'or et des bonds, etc., là on pourra dire qu'on arrive tout doucement à la dernière phase de monétisation. Mais encore, c'est vraiment que le début. Là j'ai vu il y a une annonce, je crois que c'était à la télé allemande, okay? Mainstream TV, donc ils ont fait appel à un expert Bitcoin. L'expert Bitcoin, il te disait à la télé, donc l'expert Bitcoin te disait à la télé, ouais, en avril il y a le halving et le prix de Bitcoin sera divisé par 2. Ok, l'expert de Bitcoin est en train de t'expliquer que le halving divise le prix de Bitcoin par 2, alors que c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? C'est la nouvelle émission de Bitcoin nouvellement créée qui est divisée par 2. Et donc quand je vois des phrases comme ça, de soi-disant experts, je me dis qu'il est encore très tôt. Et il est encore très tôt. Même si aujourd'hui Bitcoin est à 50 000 $, il a un potentiel qui est bien plus haut, infiniment haut. Donc c'est ça qu'il faut considérer. N'allez pas trop vite encaisser vos gains en disant ok, ouais, c'est bon, là j'ai doublé ma mise, hop, je remonte dans le système fiat. Le système fiat qui est inflationnaire et qui en est devant une crise, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut péter à tout moment. Le côté hyper inflationnaire est possible théoriquement à tout moment. Toi, t'es grave passionné, ça se sent, ça se voit quand tu parles. Et ça fait combien de temps en fait que t'es dedans? Dans la sauce. Ouais. Bah moi j'ai dans la sauce orange. Bah écoute, moi j'ai acheté mes premiers bitcoins en 2017. 2017. Mais j'avais aucune idée du sujet. Donc j'ai dû passer par toutes les phases que je pense que n'importe quel bitcoiner ou crypto trader, etc. est passé. Donc j'ai un peu tout fait. J'ai fait du trading, j'ai fait du future trading, j'ai touché au NFT, j'ai touché au shitcoin, etc., etc. Donc j'ai un peu tout fait. Et à mon avis, c'est un peu le parcours classique que tout le monde doit passer pour apprendre. Tu vois, c'est un peu des leçons à chaque niveau. Mais allez, on va dire 1 an et demi, 2 dernières années que je me suis vraiment mis plus dans la matière. Après, c'est aussi l'époque où la matière, en fait, les sujets sont en train de s'éparpiller. Tu vois, en fait, c'est en ce moment que ces débats ont lieu. Tu vois, toutes ces approches philosophiques de Bitcoin absolument rares, choses que tu n'avais pas avant, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour l'avenir, etc. C'est plein de nouvelles approches philosophiques qui sont nouvelles et qui ont lieu en ce moment. Donc j'ai été un peu emporté par cette vague de connaissances et après, comme tu as dit, je suis quelqu'un de très passionné. Quand je mords dans quelque chose, j'arrive plus à lâcher, surtout quand c'est un sujet qui me porte autant pour moi, qui est une certaine révolution. Mais c'est quoi c'est quoi le projet, en fait? Genre, toi, tu le fais parce que tu es quelqu'un de révolutionnaire au fond de toi, ou bien parce que c'est le fait que, je sais pas, que c'est un peu injuste, que tout ce système financier est centralisé et que tu vois que juste le fait de décentraliser les choses et qu'il y en a qui en perdent, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et qui ne laissent pas la place aux autres. C'est ça qui t'attire là-dessus, en fait, ou... C'est un peu un mélange de plusieurs choses. Ce que tu dis, effectivement, je trouve que le monde est mal fait, que ça pourrait aller beaucoup mieux, qu'on a les capacités demain de faire mieux. Je pense que ça dépend juste de certaines personnes, des prises de décision, etc.
Et je pense qu'on est en ce moment, il y a une fenêtre d'opportunité que si tu arrives à reconnaître Bitcoin, tu peux en acheter pour peu. 1 million de Satoshi te coûte 500 € aujourd'hui. Et je suis d'avis que dans un futur proche, voire moyen, Bitcoin va exploser et on n'aura plus la capacité d'acheter ça. Donc j'essaye de secouer les gens en mode « Oh les gars, alerte rouge, il y a quelque chose là qui est devant nous qui nous permettrait d'améliorer notre vie massivement. » Tu vois, c'est un peu ce truc-là. J'ai envie de faire profiter tout le monde. J'ai envie de prendre tout le monde avec moi et j'ai envie qu'on construise un monde. J'ai envie qu'on construise un monde parce que the sky is the limit. Avec ça, les possibilités sont infinies et je pense qu'on peut construire un monde meilleur. Après, c'est peut-être de la démagogie, je suis peut-être... Toi, t'as la passion qui est là, c'est clair, ça t'anime. Toi, tu le fais pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse? Est-ce que c'est dans le même délire, par des principes voilà aussi, ou tu vas te dire... je le fais parce que j'y vois une opportunité que plus tard ça explose et on le fait parce que moi, dans toute transparence et honnêteté, je le fais parce que j'imagine que demain ça va exploser. Bien sûr, mais je le fais pour ça aussi, je vois l'opportunité. Bien sûr, mais bon, toi t'as le côté aussi... Vas-y, on y va tous. Ouais, on y va tous. On y va tous, c'est le bon samaritain qui, voilà, il veut faire plaisir à tout le monde et c'est tout à ton honneur. Pour un truc aussi gros et aussi partageable, je pense que ça vaut la peine. Est-ce que toi, tu vas le faire aussi dans ce sens-là ou tu vas plutôt te dire j'y vais pour le... Moi, je vais pas mentir. Le premier truc que je vois, c'est plutôt ce côté boom, quoi, tu vois. Que demain, t'es safe, tu vois, t'es tranquille, t'as assuré ton... Mais je te dis que je suis quelqu'un aussi, quand je vois, par exemple, quand j'entends que le dollar tombe, je suis content. Ouais. C'est con, hein, tu vois, mais j'ai ce côté révolutionnaire en moi aussi que j'aime pas cette injustice qu'il y a dans ce monde, tu vois, que tout est... bloqué par une certaine personne en fait, qui gère tout et que tout le bas peuple ils ont rien du tout en fait. Ça me dérange, tu vois. Quand j'entends qu'il y a les BRICS à côté qui rivalisent et tout, ça me fait plaisir, tu vois. J'ai envie que les choses soient partagées comme il faut, tu vois. Mais mon premier truc c'est que demain je suis tranquille, quoi. Vas-y, toi Axel. Ouais, moi je l'ai dit, hein, je le fais parce que bien sûr je pense que ça va exploser. Après, moi je suis tellement novice dans ce délire-là que je vois que le potentiel qu'on met tous en avant, tu vois, sur le truc. Attention, le Bitcoin, ça explose, les gars, achetez maintenant, et voilà. Après, si évidemment, ça peut réguler une humanité, en plus, c'est tout bénéf. Enfin, je serais content, évidemment. C'est notre part d'humain qui veut ça. L'idée serait de peut-être trouver encore plus, aller encore plus loin et peut-être comme la tokenisation des appartements, je trouve ça une très bonne idée où on va aller plus loin et où on va trouver encore plus parce que là il y a du coup une immensité à créer et je pense que aller sur des principes comme ça, créer avec le Bitcoin des choses. Le Bitcoin, mais on peut le faire avec les deux du coup. On peut le faire tous, on peut le faire toutes les lettres. Le Bitcoin avec un Z. Je pense que tu vois ça peut être encore plus intéressant. Et là aussi il y a des opportunités comme dans les business etc. qu'on disait tout à l'heure et ça peut être génial après si on peut s'enrichir en changeant le monde de façon positive. Let's go. Sinon on reste chez soi, on joue à la play et voilà. C'est clair. Bon, alors principalement, c'est vraiment de voir une opportunité de s'enrichir et derrière, on essaie d'améliorer le monde. Ouais, en fait, c'est légitime. Je pense que c'est ça aussi. Pourquoi moi j'étais volatile sur le Bitcoin, c'est qu'à un moment donné, je voyais pas ces opportunités. Et après le séminaire, quand tu m'as expliqué un peu vraiment les fondations de ce truc-là, les fondations aussi du principe des monnaies, etc., un peu toute l'histoire, tu arrives à mieux percevoir les choses. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait un mois que tu as fait ce séminaire? Un bon mois. Pendant un bon mois, j'ai bien réfléchi et je réfléchis à des business qui peuvent en découler. Voilà. Donc effectivement, ça te nourrit énormément et voilà. Donc tu vas pousser cette idée-là, tu vas aller creuser, etc. Tu vas peut-être. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Et donc là, je suis un peu plus fondé sur les choses du Bitcoin, etc. Donc c'est un bon mindset d'essayer de rechercher des opportunités de business autour de ça.
autre chose que de la valeur en fait, autre chose qu'une valorisation. Mais je pense que voilà, après il y a même encore, ça peut même encore aller plus loin. Hein, c'est clair. Comme vous disiez, le côté aussi de réguler un peu les richesses, l'humanité, etc. C'est clair. Ouais. C'est pour moi hors de ma portée. Je pense, tu vois, c'est pas moi qui vais changer le monde, mais on va changer tous ensemble. Ouais, voilà, on peut tous y contribuer, mais on peut y contribuer par des petits business comme ça, je pense. À notre niveau, enfin en tous les cas à mon niveau, je pense que ça peut être voilà. Il faut construire tout simplement cette infrastructure sur ce nouveau système informatique en fait. Ouais. Et là, il y a plein de gens qui s'occupent de ça. D'ailleurs, l'ex-patron de Twitter, comme s'appelle Jack. Jack comment? Il s'appelle Jack Sparrow. Jack Sparrow, l'ex-patron de Twitter. Non, il s'appelle Jack aussi. Et ben lui, il a dit moi, je vais pas confier mon avenir, je vais investir tout mon avenir dans le développement de Bitcoin. Tu vois. Donc, il a vraiment reconnu le potentiel et ils sont en train de construire cette infrastructure informatique. En vrai, c'est que le début. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un monde qui est en train d'être construit devant nos yeux. Il faut juste bien vouloir le voir et s'y intéresser, tu vois. Non, c'est clair. Et il y a plein de gens qui s'y intéressent pas en ce moment parce que ça paraît complexe, etc. Bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles s'informer pour comprendre certains aspects, mais même en n'allant pas dans les aspects techniques, on arrive quand même avec les choses, les phases de monétisation, la monnaie, ces concepts-là, on arrive à comprendre certains aspects et se dire ok, mais notre monnaie alors, il n'y a rien derrière, ok, ça imprime et quand il y en a plus, il y en a moins, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, en vrai au séminaire on a parlé un moment et on n'a pas énormément parlé de Bitcoin, on a parlé de tout le reste autour. Mais c'est important, encore une fois, ça ramène les bases avant de tomber dans la technique. Tu Exactement. En fait, c'est tous ces aspects de philosophie qui te permettent d'élargir ta vision sur le sujet. On peut le revoir, le séminaire ? Est-ce qu'on peut le revoir ? Oui. Alors, il y a le Movie Extra qui me fait un pouce en l'air. Il y a moyen de le revoir. Je pense qu'il va nous faire un petit montage, un petit résumé peut-être de ce qui s'est passé. Top. Voilà. Parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes à tout. Du coup, ça va, comment dire, ça kickstart, j'ai l'impression. Mais tout le monde, tous les âges. C'est-à-dire que c'est pas que nous, dans la trentaine, ça peut aller sur des personnes un peu plus âgées, des plus jeunes. C'est vraiment des bases solides. C'est pas mal pour pouvoir comprendre. Et après, avec ce format-là, la Bitcoin Room, en fait, on voulait aborder justement tous ces aspects philosophiques. On n'est pas juste dans la technicité, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour un avenir proche, un avenir moyen terme, long terme. Mais personnellement, je suis d'avis qu'il y a encore plein de bonnes choses devant nous et tout doucement on y va. J'étais en train de m'imaginer comme ça, genre mon père qui m'appelle. Ouais, vas-y, on a une réunion de famille et tout, on se pose et qui m'avoue, genre c'est lui qui a créé les bitcoins. Et tout, Satoshi Nakamoto, c'est ton père en fait. Et que lui, Aya Nakamura, c'est sa cousine. Tu t'imagines ? Lourd. Non mais qu'est-ce genre bon ça vient de la régie, qu'est-ce que tu l'aurais dit genre toi si tu le croises? Ça vient de la régie. On devient professionnel. Grave, putain, ils font les questions, ils font les introductions. Putain, on est vraiment une bonne équipe là. Qu'est-ce que je dirais à Satoshi Nakamoto? À ton père. Ouais, grave. Moi, je lui dirais simplement ne reviens pas, tu vois, parce que le fait qu'il n'y ait pas de tête à couper au-dessus de Bitcoin, c'est ce qui fait aussi un peu son côté unique, tu vois. C'est un peu le mystère. Mais aussi sur ça, tout à l'heure, off caméra, je vous ai dit, j'ai une petite anecdote aussi à ce sujet-là. Qui est vraiment Satoshi Nakamoto? Moi, je ne pense pas que ce soit une personne. Je pense que c'est un conglomérat de personnes, etc. Parce qu'il y a trop un collectif. Je ne sais pas d'où sort ce mot. Ça existe quand même, un conglomérat. On va sortir le Larousse après. On peut faire comme ça, vérification. Est-ce qu'il y a quelqu'un en backstage qui peut me vérifier conglomérat, s'il vous plaît? Merci. Fact-checking. Bref, c'était quoi l'autre mot? Conglomérat. Non, collectif. Un collectif. Donc, parce qu'il y a plein d'aspects, tu vois, c'est pas que de la monnaie, c'est aussi un truc informatique, il y a plein d'aspects à considérer. Ce que je voulais dire, c'est que la technologie qui a permis d'avoir développé Internet, oh quoi, ça fait du foutage de gueule là ou quoi? Qui vient d'avoir conglomérat, vas-y, on voit. Un conglomérat. Mais non.
Une roche formée par des fragments agglomérés. Assemblage informe de choses. Assemblage informe de choses. C'est un assemblage de gens informes. Tout à l'heure, on parlait de half people. Halving. Ok. Ça va bien se passer. Ce que je voulais, tout va bien se passer pour tout le monde ici. Donc, j'étais en train de dire que la technologie qui a permis à l'Internet de fonctionner, TCP/IP, c'était une technologie militaire au début, qui était utilisée dans le domaine militaire. Et en fait, chaque étape qui a permis au développement d'Internet a été développée d'abord par les militaires. Et l'algorithme de cryptage qui est utilisé dans Bitcoin, le SHA-256, c'est un algorithme cryptographique qui a aussi été développé chez les militaires. Juste comme ça, pour petite anecdote, je trouve ça très intéressant que toute la technologie qui permet de mener à Bitcoin, donc le développement d'Internet et le développement de Bitcoin derrière, ça a été des inventions militaires. C'est tout ce que j'avais à dire, il n'y a pas rien d'autre à dire. Il y a pas... perdu là. Mais moi je reviens sur Nakamura. Waouh, le niveau. Ouais. Bon. Non. Okay. On va parler de ROF, ROH2F dans un épisode futur. ROF, pourquoi pas. Non, si Bitcoin est pour toi une star, star, mais attention internationale, ce serait qui? Comment tu pourrais... Mais moi je dis que c'est bien plus qu'une star, c'est le Messie. C'est le retour de Jésus de façon digitale. Bon là, c'est à partir de ce moment-là qu'il va dire « Wouh !» Non, mais regarde, si tu considères ce que Bitcoin peut changer et libérer l'humanité des griffes de ce serpent des banques centrales, en vrai, c'est le retour de Jésus en version digitale. Parce que j'allais pas dire Cristiano Ronaldo, parce que je regarde pas le foot, tu vois. Ouais, non. Mais toi, ça serait qui, toi, pour toi? Moi, c'est Michael Jackson. Quand il a fait son moonwalk, putain, c'est un truc de fou. Mais Michael Jackson, bon, je vois le rapport entre Michael Jackson les mineurs, Bitcoin les mineurs. Je vois le truc, tu vois. On a le droit à ça? Mais oui. Ça devient compliqué tout ça. Ouais, les bitcoins, putain. Mais ça va aller. Ça passe les gars. Vas-y, la chaîne YouTube. Ça va. Ça va, vous voulez de l'humour, non? C'est un peu trop, je pense. Sérieux? Un peu trop. Moi, je vais diminuer la dose. Oui, valide. Ok. Ah, Michael Jackson, the king of pop. Voilà. Bitcoin, the king of money. Ouais, mais je sais pas, il était tellement là. Mais quand t'as dit moi je kiffe Michael Jackson. Quand t'as dit c'est le Messie, c'est le Jésus. Pour moi, c'est ma référence. Mais ouais, je pense que c'est aussi une référence comme ça, tu vois. Après, faut savoir l'attraper avant qu'elle parte. Better catch 'em all, Pokémon. Pokémon. Ouais, aussi, tu vois. Je connais. Attrapez-les tous. C'est le mieux, tu vois. Ouais, et toi, ça serait qui ta star, Yannick? Beyoncé, hein. mais là, ça dérive, les gars. Non, Beyoncé, c'est pour pour le référencement, tu vois. Ouais, c'est juste pour les références. Ok. Ou le sponsor. Non, je saurais pas vraiment te dire. Bon, j'aime bien l'idée du Messie un peu, tu vois. C'est que ça serait quelque chose de révolutionnaire qui va tout changer, tu vois. Mais sauf que lui, il avait dit qu'il allait revenir avec des soldats et tout. Jésus, quoi, tu vois. Les soldats sont assis sur ce canapé, là. Ça sera nous, quoi, les soldats. En train d'en parler. Toi, t'es prêt à te battre? Non, on va pas se battre. On est là pour la paix, les gars, n'est-ce pas? On n'est pas des révolutionnaires. On aimerait que le monde aille mieux. Ouais, mais... Ça peut pas partir en couille comme ça, une faute. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux une transition lente et pleine de vie qu'une transition rapide et pleine de mort, tu vois. Ouais. Supposons qu'un jour, je sais pas moi, parce que sur les plateformes et tout, on voit Bitcoin représenté par une pièce avec un B et tout, ce qui n'est pas encore physique, quoi, ce que je veux dire. Bah, c'est possible. Oui, imagine ça arrive, ok? Mais c'est déjà, d'une certaine manière. En fait, c'était... On est dedans, ouais. Ok, on l'utilise, allez, je vais payer mes courses avec et tout. Ouais. C'est comme on a dit, on en a 21 millions, il n'y en aura jamais plus et tout. Il y a un petit malin qui se met à fabriquer des faux pièces ou des billets, je sais pas. Oui. Si on est à ce point un jour, ça pourrait créer un bordel. De la confusion pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, ouais. Parce que Bitcoin, ce n'est pas des pièces physiques.
il est possible d'imprimer Bitcoin sous pièce physique avec derrière un code. Et si tu scannes ce code, il y a une certaine somme de Satoshi associée à ça. En fait, c'est la première forme de wallet cold, les paper wallets, donc les portefeuilles papier. Donc tu peux, si maintenant on lâche l'idée des pièces, tu peux simplement t'imaginer que un portefeuille papier, tu imprimes 2 QR codes. Donc un QR code, c'est ta clé publique, ton adresse où les gens peuvent t'envoyer Bitcoin, et l'autre QR code, c'est ta clé privée, l'adresse ou les 12 mots que tu as besoin pour déplacer tes Bitcoins. En vrai, tu pourrais imprimer ce paper wallet sur une pièce Bitcoin physique, et ça se fait, c'est déjà fait, certaines personnes en vendent sur Internet, alors tu as un code derrière et peut-être qu'une pièce est liée à 500 Satoshi ou 1000 Satoshi, etc. Mais une fois que ce code est scanné, tu déplaces les Satoshi de ce code, donc c'est une utilisation unique presque, tu vois. J'ai vu récemment qu'en Espagne, dans certains supermarchés, ils vendent des coupons de Bitcoin. Tu peux acheter Bitcoin, je dis pour 50 €, 100 €. C'est simplement des coupons que tu scannes la clé privée et tu les déplaces vers ton wallet, tout simplement. Tu vois. Et allez, supposons là, on a vu l'hégémonie américaine, elle a duré 70 ans. Ok, ils ne sont pas du tout près de tomber. D'accord, on a Bitcoin qui est là, il y a tout le monde qui transite vers ce chemin et tout. Et il nous crée un autre truc parallèle à ça, équivaut par exemple dans le même délire, c'est qui existait déjà mais qui ne sont pas assez... et que ça prend. Du coup, on fait comment? Déjà, créer un produit similaire à Bitcoin, ils veulent le faire. Quand ils te parlent du dollar digital ou de l'euro digital, en fait, ils te parlent justement d'une monnaie numérique, donc quelque chose qui est comme une monnaie blockchain, etc., mais que eux auraient créé. En vrai, c'est comme si tu parles d'un Ripple ou quoi que ce soit, tous ces altcoins qui sont aussi des softwares et qu'ils ont appuyé sur un bouton et créé autant de coins, qui après ils distribuent autour des gens, mais tu dis ça doit prendre. Oui, ça doit prendre. Bitcoin est le réseau le plus puissant. Si eux, ils inventent une nouvelle monnaie, est-ce que les gens vont adopter cette monnaie? Est-ce qu'ils vont miner cette monnaie? Je ne pense pas que cette monnaie sera minable, parce que ça décentralise le pouvoir vers les gens, et je pense que si eux, ils créent un euro digital, et d'ailleurs ils en parlent, tu as déjà certaines personnes qui ont dit l'euro digital permettrait d'avoir un plus grand contrôle sur les gens. En ce moment, dans le système financier actuel, ils ont la supervision de tes fonds, mais ils ne peuvent pas vraiment te dire comment tu peux dépenser ton argent. Avec un euro digital, tu peux t'imaginer qu'ils sont dans un délire, en mode le délire qu'ils ont. Bon, pour certains c'est un délire, pour d'autres pas, je juge pas, mais genre, ouais, le CO2 c'est un truc de fou, la viande, tu sais, pour pouvoir vendre des steaks, ça a un certain prix en CO2, ça a un certain équivalent en pollution en CO2, de façon à ce qu'ils disent, bah écoute, maintenant chaque personne a un cap de CO2, de façon à ce que tu auras droit à 1000 grammes de CO2 par mois, on va dire, et ton steak représente 100 grammes de CO2. Ça veut dire, une fois que tu es arrivé au plafond de 1000 grammes de CO2, ben, tu ne peux plus dépenser ton argent pour acheter des steaks. Ça serait un des paramètres qui peuvent avoir le contrôle sur toi, chose qu'ils n'ont pas encore. Mais un euro digital pourrait faire ça. Oui, ça revient aussi un peu de ce qu'on disait par rapport aux restrictions des libertés. Ok. Ouais, restriction tout à l'heure on a parlé d'autoritaire, etc. Ouais. Donc on pourrait s'imaginer une chose comme ça. Avec ça, ils peuvent, je sais pas, ils façonner le monde. Ils peuvent façonner le monde comme ils veulent. Exactement. Genre il y a une autre pandémie qui revient. Écoute, exactement. Je veux pas te faire piquer. Un périmètre autour de chez toi, bah écoute, tu peux juste dépenser ton argent au Smash, au Cactus, à 100 mètres de chez toi, et ton argent ne fonctionnera pas plus loin. Exactement. Parce que tu dois rester confiné, etc. Dès que tu as un système qui te permet de mettre plein de règles comme ça, plein de petits trous que tu peux tourner, etc., the sky is the limit. Et tu peux créer une prison digitale autour des gens. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et je pense qu'on a parlé assez longtemps pour aujourd'hui, donc je pense qu'on va clôturer tout doucement. Comme d'habitude, sur Halving, si vous suivez les vidéos, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour répondre aux questions, à n'importe quelle question, comme on a dit.
Donc ça sera tout pour aujourd'hui. On va continuer ce format, donc la Bitcoin Room. Merci à l'équipe marketing pour ce nom. Et donc pour finir, juste on va encore une fois remercier nos invités d'être venus. Axel, merci. Yannick, merci pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez juste un petit commentaire pour clôturer, pour finir? Ouais, juste Yannick, je te Axel, non, je dirais plutôt Axel, comment tu t'es senti ton premier passage, je sais pas. C'était très cool, bien accueilli. On vous avait assuré sur l'accueil. Non, franchement, c'était top. On apprend toujours. Ça, c'est bien. Et on peut parler de tout, en fait. Et c'est ça qui est cool. Parce que, ok, Bitcoin, c'est bien. Mais même les choses un peu plus politiques, etc., c'était cool. Politique et poétique. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours sympa de débattre avec des avis qui vont dans notre sens ou pas, des fois. Mais voilà, il faut de la contradiction. Moi, j'aime bien. Exactement. Yannick, un petit mot de fin? Non, pour moi aussi, hein, c'est mon deuxième passage. J'ai kiffé comme le premier. C'est sûr de ce côté éducatif. On est là, on partage et puis à chaque fois on apprend de nouveaux trucs et tout et c'est très intéressant. Ouais, super. Ok, encore une fois merci les gars. Merci à toi aussi. Donc on finit cette séquence là. On est toujours sur Halving, donc le format Bitcoin Room. On est là pour s'amuser, on est là pour débattre, on est là pour philosopher et en apprendre toujours plus. Exactement. Et puis on va créer le monde de demain. Ok. Allez, merci les gars. Ciao, à la prochaine.